Merci d'avoir téléchargé le livre de la bibliothèque électronique gratuite royalib.com, http://royalib.com. Tous les livres de l'auteur, http://royalib.com/auteur/yatsenuk-arseny.html. Le même livre dans d'autres formats, http://book/yatsenuk-barseny/bankowskaia-taina-vremen-orangevoie-revolutsi.html. Bonne lecture. Le secret bancaire pendant la révolution orange Arseny Yatsenyuk. Je dédie ce livre à Natalia Ivanovna Grebenik. Dans ce livre, l'ancien directeur de la Banque nationale Arseny Yatsenyuk parle de la crise financière qui sévissait en Ukraine en même temps que la révolution orange fin 2004. L'auteur a choisi un angle inhabituel. Il s'est concentré sur la description de l'état de l'économie du pays pendant la période d'instabilité politique la plus répandue depuis l'effondrement de l'URSS. Cette crise a été la pire de l'histoire du système financier ukrainien, car elle conjuguait crise de confiance et instabilité du système monétaire. Chacun de ces éléments pourrait déjà coûter à l'économie de nombreuses années de développement réussi. Les efforts de la Banque nationale et des banques commerciales pour surmonter la crise financière représentent une expérience unique, qui n'a jamais été égalée dans l'économie mondiale. Tout au long du XXe siècle, la grande majorité de ces chocs se sont soldés par l'effondrement complet du système bancaire du pays, suivi d'une reprise économique de plusieurs années. Les derniers exemples de cataclysmes financiers se trouvent dans l'histoire du Brésil, de l'Argentine, ainsi que lors de la crise mondiale asiatique de 1997, dont les échos se sont également fait sentir dans notre pays. La particularité de la situation en 2004 est que le système bancaire ukrainien a non seulement survécu dans des conditions extrêmement difficiles, mais a également accéléré sa croissance immédiatement après la fin de la révolution orange. Il est possible que l'auteur ait conçu son livre comme une monographie pour les macroéconomistes et les banquiers centraux du monde entier. Surtout pour eux, les actions pour surmonter la crise sont décrites en détail, ainsi que des matériaux statistiques reflétant les événements de l'automne 2004 dans un contexte quotidien. Cependant, grâce à une description vivante et accessible des événements, Arseny Yatsenyuk a réussi à créer une sorte de roman policier économique. En conséquence, le livre est non seulement facilement perceptible, mais fournit également une compréhension unique des concepts macroéconomiques les plus complexes, même pour un lecteur non préparé. Auteur sur lui-même. Tout d'abord, je suis reconnaissant envers la famille, père, mère, sœur, épouse et enfants. Et vous vous forgerez une opinion sur moi après avoir lu mon livre. Introduction. En mai 2005, j'ai appelé Natalia Grebenik, directrice du département de la politique monétaire à la Banque nationale. À ce moment-là, j'avais été renvoyé de Kiev pour occuper le poste de chef adjoint de l'administration régionale d'État d'Odessa. Le limogeage de la Banque nationale a eu lieu le 7 février, ce fut rapide et douloureux. Cependant, j'ai réussi à entretenir d'excellentes relations avec de nombreux anciens collègues et nous communiquions périodiquement. Dans une conversation avec Natalia Ivanovna, j'ai mentionné pour la première fois que je voulais écrire un livre qui décrirait la situation de crise sur le marché financier de l'Ukraine à l'automne-hiver 2004. 3 ans se sont écoulés depuis lors. Après le premier chef adjoint de l'administration régionale d'Odessa, j'ai réussi à travailler en tant que ministre de l'économie de l'Ukraine, et depuis le 20 septembre 2006, je suis le premier chef adjoint du secrétariat présidentiel. Depuis mars 2007, il a été nommé ministre des Affaires étrangères, et il est devenu président du Conseil suprême. Une petite période de temps libre ne s'est démarquée qu'entre ces deux rendez-vous. J'ai décidé qu'il était temps d'écrire un livre. Malgré l'emploi catastrophique, les travaux ont été achevés. 3 ans plus tard, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce livre a été écrit. Le principal d'entre eux est mon désir de décrire objectivement ce qui s'est passé. Ce n'est un secret pour personne que l'histoire est souvent réécrite pour eux-mêmes. Malheureusement, la même chose a commencé à se produire dans ce cas également. Déjà à l'hiver 2005, lorsque l'état du système bancaire est revenu à la normale, des gens au hasard ont commencé à s'attribuer le mérite d'avoir surmonté la crise. J'ai toujours été surpris par leurs histoires, et la réalité était différente, et les héros des histoires étaient engagés dans des choses complètement différentes. Dans ce livre, je veux mettre tous les points sur les i et décrire objectivement ce qui s'est réellement passé. Je ne voudrais vraiment pas que les événements de l'automne-hiver 2004 soient modifiés de la même manière que toute l'histoire de l'Ukraine. Dans le processus d'écriture du livre, j'ai rencontré une grande difficulté. À l'automne-hiver 2004, la révolution orange a eu lieu en Ukraine, et beaucoup ont tendance à voir ce qui se passait dans le système bancaire à travers le prisme de la politique. Ma tâche était tout le contraire, ne pas politiser le livre. J'ai essayé de moins parler des personnages individuels et de me concentrer sur la description de la situation dans son ensemble.
Les détails peuvent être trouvés dans les commentaires des banquiers, des hommes d'affaires et des politiciens qui se sont rencontrés au cours de la présentation. Il a spécifiquement demandé aux témoins oculaires de ces événements de raconter leur vision des événements et a promis de publier leur point de vue, même s'il est différent. En essayant d'être objectif, cela valait la peine de ne pas créer un travail académique. Le livre serait difficile à comprendre et n'intéresserait personne d'autre que les scientifiques. Bien sûr, l'ouvrage décrit les événements du système bancaire, et simplifier le texte serait l'autre extrême. Par conséquent, j'ai décidé de décrire les événements dans une langue vivante, afin que même les termes les plus complexes puissent être compris. J'espère avoir réussi à créer le produit le plus pratique qui soit aussi bien accueilli par les étudiants que par les députés. Le livre intéressera sûrement aussi les employés des banques centrales d'autres pays. L'Ukraine a démontré un rare exemple de réussite à surmonter 2 crises consécutives, la monnaie et la confiance. Surtout pour les experts, j'ai donné des données numériques et des textes des documents les plus significatifs qui permettront de comprendre exactement comment la Banque nationale a agi dans une situation de crise. Je dédie ce livre à Natalia Ivanovna Grebenik. Je lui suis extrêmement reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a appris, tant en tant que professionnelle qu'en tant que personne. Il y a très peu de gens qui se consacrent autant à leur travail. Sincèrement. Arseniy Yatsenyuk. Chapitre 1. Le lundi 29 novembre 2004, les premières personnes des 10 plus grandes banques du pays se sont réunies à la Banque nationale. Les 150 institutions restantes étaient représentées par l'Association des banques ukrainiennes. Le conseil d'administration du régulateur était présent au grand complet. Nous allions consulter comment agir dans les conditions de la crise, qui se rapprochait inévitablement du système financier. Sur mon bureau reposait un avant-projet de la future résolution numéro 576. La situation devant les fenêtres de la Banque nationale à cette époque était révolutionnaire. Les rues se sont remplies de manifestants, bien que les voitures puissent encore monter jusqu'au bâtiment du régulateur sur Institutskaya. Le 22 novembre, le second tour des élections présidentielles s'est terminé. L'opposition n'a pas reconnu ces résultats et a fait descendre ses partisans dans la rue. Sur fond de confrontation politique, des déclarations virulentes ont été faites contre le système financier. D'une part, des politiciens de premier plan ont déclaré que les banques étaient au bord de l'effondrement. D'autre part, ils ont appelé à prendre l'argent des dépôts dans les banques appartenant aux oligarques du camp opposé. En conséquence, dès le vendredi 26 novembre, la population s'est précipitée pour prendre de l'argent dans les banques, d'abord dans les régions de l'Est, puis dans tout le pays. Certaines personnes ont tenu compte des slogans politiques, mais la majorité des déposants ont simplement eu peur. Il y avait de longues files d'attente devant les guichets automatiques et les caisses qui voulaient non seulement retirer leur salaire du compte courant, mais aussi résilier le contrat de dépôt plus tôt que prévu. Lundi déjà, la situation est finalement devenue incontrôlable et le système bancaire a dû vivre au plus une semaine. Je pense que peu se sont alors rendus compte qu'en cas d'effondrement, l'apocalypse attendait non seulement les banquiers, mais toute la population. L'économie cesserait de payer, les gens ne seraient pas payés. L'Ukraine serait revenue au début des années 1990. Un pays sans système bancaire est un corps soudain dépourvu de sang. Au début, extérieurement, rien n'aurait changé, et l'économie pourrait même avoir fière allure. Mais il existerait déjà selon les lois du système communal primitif. La décomposition serait rapide et irréversible. Même les communistes, qui rêvaient de créer une économie sans argent, ont finalement reconnu leurs besoins. Étonnamment, j'étais optimiste, même si pendant un moment je ne savais pas quoi faire. J'ai dû consacrer du temps à une analyse express de 2 douzaines de crises financières survenues dans d'autres États. Cela n'a pas beaucoup aidé, rien de tel ne s'est produit dans aucun pays du monde. De plus, l'expérience d'autrui inspirait le pessimisme, les crises se terminaient généralement mal pour le système bancaire. Il est devenu clair que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et sur les banquiers. Les circonstances n'ont réussi que dans la mesure où le comble de l'effervescence de la population est tombé le week-end. Nous avons 2 jours pour réfléchir. Un travail acharné se déroulait à l'intérieur de la Banque nationale. Chaque jour, le conseil d'administration se réunissait dans la grande salle de conférence située de l'autre côté du mur du bureau du président, et nous avions de nombreuses heures de remue-ménage. En général, les employés de la Banque nationale se sont montrés de vrais battants. Pourtant, comme le dit le proverbe populaire, la famille a son mouton noir. Il y avait aussi quelques personnes au bureau central de la NBU qui ont bloqué le travail et comploté. Je ne citerai pas de nom, mais j'espère que ces personnes se souviendront de leur comportement pendant la crise et après, lorsque Vladimir Stelmach est revenu à la tête de la Banque nationale. Le conseil a travaillé dans mon bureau et tout le monde a agi très clairement. Une tâche a été définie,
et le groupe de travail a été vidé d'idées. J'évoquais toutes les nuances pour la discussion, sans m'appuyer sur ma propre expérience, même si la décision finale devait encore plus souvent être prise par moi-même. Craignant une fuite d'informations, le conseil d'administration n'a délibérément pas impliqué les branches territoriales de la NBU dans l'élaboration de la résolution anti-crise, mais nous leur avons envoyé des télégrammes leur demandant d'envoyer leurs propositions. Les régions n'ont fait preuve d'aucune initiative particulière et, pour la plupart, ont rapidement informé le conseil d'administration de la Banque nationale de tout ce qui se passait dans les régions. Une version préliminaire du programme anti-crise a déjà été créée le 26 novembre. Par la suite, environ la moitié des points de ce document ont migré vers la résolution numéro 576. Déjà, la version originale du document était très dure. La Banque nationale a délibérément abandonné les recommandations et est passée à la pratique d'instructions strictes. Nous devions fermer tous les trous par lesquels l'argent pouvait sortir du système bancaire. Après cela, les membres du conseil d'administration ont appelé et rencontré à plusieurs reprises les dirigeants des plus grandes banques pour affiner la formulation. Je me souviens bien des visages des banquiers qui se sont réunis dans mon bureau fin novembre. Tous sans exception étaient emplis de pessimisme. Les gens qui faisaient des affaires dans les turbulentes années 1990 s'attendaient à ce que le système s'effondre en novembre 2004. Ils ne différaient que par les prévisions du moment où tout le système coulerait. Et ceux qui parviennent à survivre se retrouveront avec des actifs et des fortunes personnelles considérablement réduits. Il ne faut pas oublier que presque tous les banquiers réunis ici ont vécu la tristement célèbre 1998 dans leurs fonctions. Puis, après le défaut d'un pays sur les obligations d'État nationales et étrangères et l'annonce d'une restructuration forcée de cette dette, la Banque nationale a également assuré aux banquiers qu'il y aurait suffisamment d'argent dans les réserves pour rembourser les non-résidents quittant le marché et la panique population. Et puis il a pris et effondré le parcours presque 2 fois. La plupart des banquiers se sont présentés à la Banque nationale le samedi matin, les autres, le dimanche soir. La rencontre décisive a eu lieu dans la soirée du lundi 29 novembre. Il a fallu convoquer les banquiers discrètement, presque en secret, pour que l'information ne soit pas divulguée à la presse. Pour cela, la base de données créée à un moment donné était très utile, dans laquelle nous saisissions littéralement toutes les informations les concernant, y compris les numéros de téléphone d'amis. Au début, j'ai dû dicter aux invités les propositions élaborées par la Banque nationale et je n'ai reçu presque aucun retour. Les banquiers étaient confus. L'odeur de la guerre était dans l'air. L'immense salle dans laquelle nous nous sommes réunis était illuminée au maximum. J'avais l'impression que la pièce était crépusculaire. Cependant, il a rapidement commencé à se dissiper. Les banquiers ont pris connaissance du document que nous leur avons proposé, et un excellent travail collectif a commencé. En fin de journée samedi, le gros de la résolution anti-crise était prêt. Nous devons rendre hommage aux dirigeants des banques, ils ont honnêtement parlé de la situation de leurs institutions, sans rien cacher. Beaucoup ont apporté avec eux des propositions toutes faites pour sortir de la crise. Ce fut le moment clé. Bien que la Banque nationale ait lancé la discussion, il est faux de supposer que c'est le régulateur qui joue le rôle principal dans l'élaboration du décret numéro 576. Initialement, notre projet n'incluait pas de nombreux mécanismes qui figuraient dans le document final. La résolution a fonctionné uniquement parce que la NBU et les banques ont coopéré entre elles. Si le régulateur n'avait appliqué que ses propres préparations, la situation n'aurait pu être maîtrisée. Alexandre Dubilet de Privatbank et Boris Timonquin du Bank ont travaillé le plus activement. Le premier d'entre eux proposait par exemple de réduire la rapidité des paiements. Nos banques ont toujours été fières que l'argent passe d'un bout à l'autre du pays en 15 minutes. En cas de crise, cette rapidité pourrait jouer un tour à la banque, car en 1 heure à peine une institution stable pourrait se transformer en faillite. C'est pourquoi, dans le projet de résolution, Dubilet propose de prévoir un report de paiement d'1 jour. Cela a déjà donné une énorme augmentation de la stabilité au sein du système. Alexandre Derkach d'Aval est resté silencieux pendant un certain temps. Il se trouvait dans la situation la plus difficile, et une participation trop active aurait paru de sa part comme une défense de ses intérêts. Mais ensuite, il s'est mis au travail. Le chef de Promavest Bank, Vladimir Matvienko, ne s'est jamais présenté aux réunions sur l'élaboration de la résolution et a plutôt envoyé son adjointe, Tamara Shulzenko. Alexander Sorokin du Bank s'est retiré et n'a participé qu'occasionnellement à la conversation. Il y avait aussi ceux qui n'ont pas du tout participé au processus. Par exemple, Nikolai Sugoniaka d'Oschatbank comprenait mal ce qui se passait et tomba dans la dépression. Par la suite, j'ai dû le retirer de ses fonctions de président du conseil d'administration parce qu'il a émis un prêt important en contournant les restrictions de la NBU. C'était une histoire de détective.
Je ne savais rien de cette opération, mais mon bureau a reçu un appel anonyme le jour même. L'appelant a déclaré qu'Oschatbank avait accordé un prêt à la chaîne Inter TV, et a même donné le numéro de l'ordre de paiement et l'heure de l'opération. Nous avons vérifié les informations et constaté que l'argent avait quitté la banque via un système de contournement. Depuis que la chaîne de télévision était contrôlée par le SDPU, la presse a dit que la Banque nationale avait permis aux sociodémocrates de voler de l'argent pour les élections, et j'étais dans la part. J'ai dû arrêter de telles rumeurs en supprimant Suboniaka. Le prêt a été annulé. La discussion du projet de résolution anti-crise a été très animée. Nous parlions un langage technique sec, mais plongions périodiquement dans les détails, aboutissions à une impasse et sommes même passés à des jurons purs et simples. De temps en temps, la rhétorique « tout va s'effondrer en enfer » retentit. J'ai eu du mal à contrôler mes propres émotions, même si dans cette situation ce n'était pas facile. La clé pour nous tous était la réponse à la question « que faire des déposants ?» Par leurs actions, ils ont déshydraté les berges et mis une pression terrible sur le parcours. Alexander Dubilet a suggéré « interdisons complètement les dépôts ». Immédiatement, nos avocats ont commencé à nous convaincre que cela ne devait pas être fait. À certains égards, ils avaient raison, car l'interdiction du retrait anticipé des dépôts était légalement viciée, et tout le monde l'a compris. Je me souviens qu'au moment où la proposition de Dubilet a été faite, j'ai imaginé et écrit dans le projet de résolution une version idéale qui respecterait pleinement la loi. Malheureusement, cela se résumait au fait que dans tout le pays, il était nécessaire d'introduire une administration provisoire et de reconduire les présidents du conseil d'administration en tant qu'administrateurs provisoires. Les raisons formelles en étaient une baisse des soldes sur les comptes des correspondants, le non-respect de toutes les normes et une forte augmentation des défauts de paiement. Nous craignons que l'effet négatif de la conduite d'administration temporaire dans chaque banque ne soit 10 fois pire que d'une interprétation élargie des droits de la Banque nationale d'imposer une interdiction de retrait anticipé des dépôts. Cela signifiait également le retrait de toutes les lignes de crédit des banques étrangères. Les créanciers auraient bloqué et porté devant les tribunaux toutes les devises étrangères de nos banques. De facto, un défaut à grande échelle aurait lieu. Ce serait un désastre complet, qui ne saurait être justifié par la pureté juridique du régime. En conséquence, la proposition de Dubilet a été incluse dans le texte final de la résolution. Après discussion, de nombreuses propositions ont dû être rejetées comme inadéquates. Par exemple, ils ont d'abord évoqué l'idée d'instaurer des jours fériés afin de fermer les établissements pendant plusieurs jours. Presque immédiatement, j'ai dû admettre que cela ne ferait qu'exacerber la crise. Dans la soirée du lundi 29 novembre, nous avons enfin terminé les consultations avec les banquiers. Après 6 heures de travail acharné, les idées se sont taries et nous avons décidé de nous disperser. En fait, il y avait un projet de résolution sur la table, connu sous le numéro 576. Le vice-président de la NBU Alexandre Schlapak et la directrice du département de la politique monétaire Natalia Grobenic et moi sommes restés au bureau pendant un certain temps pour finaliser les détails. Ensuite, le projet a été confié au chef du service juridique, Vassili Pazichnik, qui l'a transformé en un document fini le matin. Personnellement, j'ai dû me disputer avec Pazichnik pendant très longtemps. Il est certain que la résolution numéro 576 ne peut être considérée comme légitime. Vassili Vassilievitch a donné un exemple pratique de la façon dont n'importe quel tribunal peut annuler la validité d'un document. Une certaine grand-mère viendra retirer le dépôt plus tôt que prévu, et elle sera refusée, se référant à l'interdiction de la NBU. La grand-mère mourra directement dans la salle d'opération de la banque, après quoi le procureur viendra à la Banque nationale avec un mandat d'arrêt pour arrêter les auteurs du document sous l'inculpation de mise à mort. L'argument de Pazichnik était plus que raisonnable, nous avons donc averti les banques que dans des cas particuliers, un remboursement anticipé des dépôts doit encore être effectué. Eux-mêmes étaient intéressés à éviter les situations désagréables. Les représentants des banques ont retiré les déposants les plus violents de la file d'attente, leur ont discrètement donné de l'argent et les ont escortés à travers la sortie de secours. En tant qu'avocat d'expérience, j'ai longuement cherché dans la législation et j'ai trouvé plusieurs documents qui nous permettaient encore de faire ce que nous avions en tête. En dernier recours, j'avais en réserve plus d'une dizaine de résolutions sur le fonctionnement du système bancaire en période particulière, nous avons adopté ces documents quelques mois avant le début de la crise. Certes, ils ont été créés spécifiquement pour l'événement de la guerre. Cependant, j'étais sûr que la situation actuelle pouvait être considérée en toute sécurité comme une période spéciale, et j'en ai parlé à Pazichnik. Nous devons rendre hommage à Vassili Vassilievitch, il a signé le décret, même s'il avait encore des doutes sur sa légitimité. À ma demande, le président du conseil d'administration de l'une des 10 plus grandes banques, devant un tribunal,
a en fait reconnu la légalité des actions de la Banque nationale. Selon la décision reçue, s'il ne s'agit pas de la résolution numéro 576, une résolution similaire dans son contenu devrait être adoptée. Ce document était sur mon bureau au cas où un déposant réussirait à annuler la décision de la NBU par le biais du tribunal et l'exécuteur viendrait à nous. Heureusement, cela ne s'est pas produit, personne n'a pensé à annuler le décret N-576. Avant de se disperser, les dirigeants des 10 premières banques se sont levés et ont longuement applaudi. Ce n'était pas une standing ovation pour la Banque nationale. Le public s'est applaudi, sa détermination. Le décret numéro 576 est le résultat d'un effort commun. Depuis que nous avons écouté et discuté de toutes les propositions, il y avait de l'optimisme et de l'espoir que la situation était mûrement réfléchie. Nous avions l'essentiel, une solution globale. Il ne restait plus qu'à agir de manière coordonnée et à suivre les consignes. Bien entendu, personne n'avait pleinement confiance dans l'efficacité de la résolution. Tous sans exception étaient rongés par les doutes. Après avoir bu un verre de cognac, le vice-président de la NBU, Alexandre Schlapak, et moi nous sommes demandé, les mesures prises seront-elles suffisantes, fonctionneront-elles, le processus sera-t-il gérable? Après tout, en plus des banquiers, il y avait encore 14 millions de déposants qui pouvaient réagir aux restrictions d'une manière complètement différente. Nous savions avec certitude que des centaines de milliers de personnes viendraient dans les agences bancaires lundi matin pour continuer à retirer des milliards de hryvnia de leurs dépôts. La Banque nationale et l'ensemble du système financier ukrainien ont dû passer l'épreuve de force la plus sérieuse de l'histoire. Il était évident que le plus difficile était d'éteindre la première impulsion des gens. Ils pourraient devenir fous. La plupart des déposants ont perdu leur argent à la Sberbank de l'URSS, et à l'automne 2004, de véritables drames familiaux pourraient se répéter. J'ai imaginé comment, dans un appartement sur 2 en Ukraine, une famille se réunissait dans la cuisine et la femme relisait son mari, encore une fois, il ne nous reste plus que des livres. Nous avons encore été trompés. J'ai dit que l'argent devait être dépensé, pour acheter une télévision, une voiture ou un appartement pour ma fille. Dans la seconde moitié des familles, cela sonnerait, il fallait acheter de la monnaie, maintenant il n'y a plus de raison de vivre. Afin de survivre au premier jour après l'introduction de la résolution, lors de la même réunion, le 29 novembre, un plan de campagne de relations publiques a été approuvé. Nous avons convenu que les chefs de la NBU et des banques commerciales devront expliquer activement à la population l'essence des restrictions introduites littéralement dès le premier jour de la décision. Les plus grandes banques ont créé un budget commun, à partir duquel tout au long du mois de décembre, les publications dans la presse écrite et le placement d'histoires à la télévision devaient être financés. Le maître d'œuvre du projet était Alexandre Dubilet, qui avait une autorité indéniable aux yeux de toutes les personnes présentes. Outre le budget central, chaque banque s'appuyait sur ses propres ressources. Le lendemain, le 30 novembre, les banquiers se sont réunis à la NBU pour une grande conférence de presse, où les médias centraux de l'Ukraine ont été invités. C'était la première fois que nous annoncions aux journalistes les restrictions introduites. La tension était incroyable, tout le look devait témoigner de la confiance en l'avenir, mais à l'intérieur ce n'était pas le cas. Tout le monde a attendu avec impatience de voir comment la population allait réagir. D'ici un jour ou deux, il devrait soit prendre d'assaut les berges, soit enfin se calmer. Chapitre 2. 2004 Environnement économique. L'Ukraine considérée comme un tigre. En 2003 à 2004, l'Ukraine s'appelait rien de moins que le « tigre d'Europe de l'Est », par analogie avec les « tigres asiatiques », Corée du Sud, Malaisie, Singapour. Le rythme de développement de notre pays était élevé, même en comparaison avec d'autres économies en transition. En 2003, le produit intérieur brut a augmenté de 9,6% et en 2004 de 12,1%. Les observations ont montré que l'économie souterraine se développait à un rythme similaire, dont la taille était d'environ 60% de l'économie légale. Seules la Chine ou l'Inde ont démontré de tels succès. Les performances macroéconomiques de l'Ukraine faisaient l'envie du monde entier. La production du pays s'est développée à un rythme effréné, assurant la réception de volumes records de devises étrangères, la croissance des revenus des ménages et le développement rapide du secteur bancaire. Les statistiques semblent arides, mais n'importe quel habitant de l'Ukraine pourrait dire que le pays a beaucoup changé depuis le début du nouveau siècle. Il n'y avait plus de pénurie alimentaire totale et d'inflation dévoreuse d'épargne. Le pays avait une monnaie nationale vraiment fiable, la hryvnia. Le budget de l'État a été mis en œuvre avec succès depuis 2000 et la verticale du pouvoir a fonctionné assez bien. Les revenus de la population ont progressivement augmenté, bien qu'aujourd'hui encore, dans les régions, un grand nombre de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Les postulats macroéconomiques disent que l'état de l'économie ne peut affecter négativement le système bancaire et le taux de change de la monnaie nationale que si des problèmes tels qu'un solde négatif du compte courant ou une stagnation de la production existent depuis très longtemps. Mais en Ukraine, avant la crise de 2004, tout était exactement le contraire. Bien sûr, les prix ont augmenté à un rythme plus rapide que dans les pays développés. Il était impossible de s'en sortir. On pense qu'une inflation allant jusqu'à 10% par an est bénéfique pour le développement de toute économie en transition, car elle augmente les bénéfices des entreprises. Et avec eux, le bien-être général de la nation. En Ukraine, l'inflation au niveau de 8% par an était considérée comme un paiement naturel pour les lacunes existantes. Les prix ont augmenté en raison des disproportions constantes dans le développement des industries et des secteurs causés par l'existence de monopoles naturels et une structure imparfaite de l'administration publique. En 2003 comme en 2004, en raison des pénuries et de l'inaction des autorités, les prix des produits alimentaires, pain, viande, œufs et lait ont augmenté. Les prix d'autres groupes de biens ont également augmenté. L'inflation a été importée dans le pays de l'étranger. Elle est née de la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis de facteurs et de risques externes. Par exemple, les ressources énergétiques sont importées de Russie, tandis que Moscou se concentre sur les marchés mondiaux. Un autre facteur pro-inflationniste important est l'appréciation de l'euro par rapport au dollar, auquel la hryvnia est en fait rattachée. Un tiers des importations en Ukraine provient de la zone euro. L'euro-inflation a ajouté environ 2% à notre indice des prix à la consommation. De plus, déjà en 2004, une tendance était évidente, qui s'est pleinement manifestée en 2005. La demande effective a dépassé l'offre de biens. L'économie ukrainienne n'a pas été en mesure de produire suffisamment de produits en peu de temps pour compenser l'augmentation des revenus de la population. Dans le même temps, le gouvernement ne pouvait pas répondre à la demande de la population par le biais de la composante importation, car cela nécessiterait des modifications importantes de la législation. Le seul salut dans cette situation pourrait être les banques et les fonds d'investissement qui accumuleraient de l'argent excédentaire et l'investiraient. Cependant, dans les conditions de l'économie ukrainienne, cela était fondamentalement impossible. En conséquence, le pays a connu une inflation classique tirée par la demande. Et pourtant, malgré le développement rapide et les disproportions, en 2003, la hausse des prix était tout à fait acceptable, 8,2%. En 2004, l'inflation a dépassé un chiffre et s'est élevée à 12,3%. Il s'agissait de la première année de croissance extrêmement élevée des prix depuis la fin de la crise asiatique de 1998. Pourtant, j'admets que l'inflation aurait certainement été plus faible sans la crise politique de 2004. Ce n'est un secret pour personne que cette énorme hausse des prix a été provoquée par une forte augmentation des dépenses sociales du gouvernement. Bien sûr, l'économie ukrainienne avait de nombreux problèmes. Le principal réside dans les énormes disproportions sectorielles. La plupart des secteurs sont en déclin depuis l'indépendance de l'Ukraine. Le moteur du développement de l'économie est resté pendant de nombreuses années les industries lourdes, parmi lesquelles se distinguaient la métallurgie, la chimie et la construction mécanique. En 2003, la production industrielle a augmenté de 15,8% et en 2004 de 12,5%. Un rythme aussi enviable s'est accompagné d'importants investissements en immobilisation, ils ont augmenté respectivement de 31,3% et 28%. Malgré l'approche des élections présidentielles, les grandes entreprises ont mis à jour leurs équipements, construit de nouveaux bâtiments. Ils ne s'attendaient pas à des problèmes lors de procès politiques. Il fallait de vrais chocs pour réduire l'optimisme des producteurs. Et c'est arrivé, mais un an plus tard. Tout d'abord, la crise d'automne, puis, comme c'est le cas aujourd'hui, la thérapie de choc du gouvernement de Yulia Tymoshenko a conduit au fait qu'en 2005, les investissements en capital n'ont augmenté que de 1,9%. C'était déjà un signe clair de stagnation. Mais c'était plus tard. Il ne faut pas se faire d'illusions. En 2004, tout le monde comprenait que l'Ukraine affichait des taux de développement records uniquement en raison de la bonne situation des marchés étrangers. Les grandes entreprises exportatrices, principalement les usines métallurgiques et chimiques, ont pleinement profité des bonnes conditions du marché. Au cours des 11 mois de 2004, les exportations de métaux ferreux ont augmenté de 57,9%, les structures métalliques et les produits chimiques, de 40%, les industries mécaniques vendues à l'étranger de 60% de plus. Le solde final du commerce extérieur de biens et services pour les 11 mois de 2004 s'élève à 4,76 milliards de dollars, soit 3,3 fois plus qu'un an plus tôt. Au premier trimestre 2003, la part des exportations dans le PIB était de 69,3%, déjà au début de 2004, ce chiffre s'élevait à 81%. Certes,
ces chiffres ont été considérablement gonflés en raison de transactions fictives. En particulier, en raison de la pseudo-exportation, lorsque l'exportation de marchandises a été déclarée et transmise selon les statistiques douanières, mais qu'aucune livraison physique n'a été effectuée. Cela a été fait pour obtenir des remboursements de TVA sur le budget de l'État. Dans le même temps, le volume des importations a été sous-estimé. Afin de ne pas payer les droits et la TVA, lors de l'importation de marchandises, leur valeur inférieure a été déclarée et certaines marchandises ont été complètement passées en contrebande. Ainsi, un solde positif record du compte courant de la balance des paiements a été obtenu, ce qui en réalité n'existait pas. À la Banque nationale, nous avons compris la situation réelle et en avons tenu compte dans notre travail. Tous les experts internationaux avec lesquels j'ai eu à communiquer ont convenu qu'avec un solde courant aussi positif dans le pays, on ne peut pas parler de dévaluation. Au contraire, ils ont convaincu la Banque nationale qu'une réévaluation était nécessaire. J'ai dû prouver personnellement que la question d'un solde trop positif ne relève pas tant du plan macroéconomique que de la distorsion des statistiques dues aux opérations parallèles. Dans de telles circonstances, il est impossible de faire des prévisions fiables sur les taux de change. Néanmoins, force est d'admettre que les recettes d'exportation ont été la principale source de développement de l'économie du pays en 2000 à 2004. Les devises étrangères importées en grande quantité par les exportateurs ont été utilisées pour augmenter les salaires, acheter de nouveaux équipements ou simplement acheter des biens immobiliers et des voitures. Et c'était déjà une condition préalable à la création d'une demande intérieure, une source de développement économique alternative aux exportations. L'un des signes clairs de l'enrichissement de la nation est la relance active de l'industrie de la construction, ainsi que l'importation croissante de voitures neuves dans le pays. Je ferai tout de suite une réserve sur le fait que la Banque nationale a pris au sérieux les processus en cours. Les gros investissements dans les biens de consommation sont un problème pour l'Ukraine. Ce n'est que dans une économie dysfonctionnelle qu'une nation peut se permettre d'acheter des voitures neuves chères, en particulier à crédit. Dans les pays développés, toutes les personnes censées investissent dans l'augmentation du capital familial. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France se dirigent vers le niveau de prospérité actuel depuis des siècles, il y a là-bas une culture de la formation de capital. Dans ces États, les milliardaires conduisent de vieilles Oldsmobile parce que tout l'argent est investi dans la cause. En Ukraine, au lieu d'une culture de formation, il y a une culture de capital brûlant. Au lieu du désir d'augmenter, il y a un désir de dépenser. Et à crédit. Il est très étrange qu'aujourd'hui cela soit présenté comme une tendance positive. En effet, aux États-Unis et en Europe, tout le monde vit à crédit. Mais là-bas, le degré de développement économique est complètement différent, il est très difficile de trouver un créneau inexploité pour y démarrer une entreprise. Il existe encore de nombreuses opportunités d'investissement en Ukraine. Une autre chose est que dans notre pays les conditions pour un investissement compétent de l'argent n'ont pas été créées. Les conditions pour démarrer votre propre entreprise sont extrêmement difficiles et, par conséquent, l'épargne des Ukrainiens est répartie entre trois instruments, la monnaie, les dépôts bancaires et l'immobilier. C'est un autre problème de notre nation, et il n'a pas été résolu à ce jour. Dans un contexte de croissance économique, même en octobre 2004, personne ne s'attendait à une crise. Des délégations gouvernementales d'Ukraine, qui comprenaient nécessairement des représentants de la Banque nationale, ont ensuite voyagé dans le monde entier. D'immenses salles se sont rassemblées en Europe occidentale pour écouter ce que le premier vice-premier ministre Nicolas Azarov ou le premier vice-directeur de la Banque nationale Arseniy Yatsenyuk diraient. Des experts d'organisations internationales et des hommes d'affaires de différents pays ont déclaré à l'unanimité « L'Ukraine a un grand avenir ». Nos discours n'ont fait que renforcer la foi en un avenir sans nuages. Les avantages des voyages étaient au moins que les investisseurs internationaux étaient heureux d'acheter des obligations d'État de l'Ukraine sur les marchés extérieurs et intérieurs. En 2003, des euro-obligations à 10 ans d'$1 milliard ont été placées avec un rendement record de 7,65% par an. En mars 2004, ils ont réussi à atteindre un taux encore plus bas, 6,875%, sous lequel le gouvernement a levé $600 millions. Même à la veille des élections, à l'été 2004, les investisseurs ont acheté les euro-obligations ukrainiennes à 5 ans pour $500 millions supplémentaires. Les non-résidents ont activement apporté des devises étrangères en Ukraine, les ont convertis en hryvnia et ont acheté des obligations d'État et des obligations d'État TVA, investissant $407 millions dans ces titres au cours de l'année. L'économie où secouait le taux de change de la hryvnia. Le gouvernement n'y croyait pas non plus. Les experts de tous les niveaux ont unanimement affirmé que l'économie et la sphère politique du pays vivent séparément l'une de l'autre. Les analystes de la Banque nationale ont prédit qu'au cours des 3 ou 4 derniers mois, la monnaie quittera le pays pour un maximum d'$1 milliard.
C'était une évaluation plutôt pessimiste. Elle a tenu compte du fait qu'à la fin de 2004, les conditions de travail sur les marchés étrangers s'étaient déjà détériorées. À l'automne, les prix des produits métalliques et chimiques ont chuté, réduisant considérablement les bénéfices des entreprises ukrainiennes. Selon les résultats de 9 mois de 2004, la part des exportations dans le PIB a diminué à 56,8%. La production industrielle a commencé à ralentir progressivement la croissance. Et pourtant, la base de la croissance économique, créée au cours des 9 premiers mois de 2004, s'est avérée plus que solide. Compte tenu d'un tel arriéré, il était même impossible de supposer le début d'une crise économique. Il y avait plus qu'assez d'argent dans le système bancaire et la baisse des recettes en devises des exportateurs ne pouvait pas devenir un catalyseur de la crise financière de l'automne. De janvier à septembre seulement, la NBU a racheté près de 4,6 milliards de dollars, émettant 25 milliards d'UH en retour. Dans un autre pays, un tel afflux d'argent dans le système financier conduirait à une inflation massive. Cependant, l'économie ukrainienne manquait tellement d'argent qu'elle en absorbait presque la moitié sans danger. Le second a été collecté par la Banque nationale, elle a régulièrement pompé les liquidités excédentaires du système. Étant donné que la NBU a racheté 4,6 milliards de dollars, il n'y avait aucune menace pour le système financier, même dans les prévisions les plus sombres. Le gouvernement et la Banque nationale envisageaient l'avenir avec confiance. Ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre, sous la pression de circonstances tout à fait inattendues, que la prévision d'une sortie d'un maximum d'1 milliard de dollars s'est avérée erronée. La crise financière de l'automne 2004 a été provoquée exclusivement par des facteurs politiques. L'économie du pays et le système bancaire de cette période ont affiché de très bonnes performances. Ils ont fait en sorte que l'année se termine bien, même si la dynamique de production durant la période automne-hiver s'est avérée atone. Seules les déclarations imprudentes des politiciens, les tentatives de créer des républiques autonomes en Ukraine et les appels à prendre l'argent des banques contrôlées par les oligarques du camp opposé pourraient faire baisser les tendances positives. Sans tout cela, le système financier aurait survécu même aux troubles typiques de la période électorale sur le marché des changes, ainsi qu'à une pénurie temporaire de hryvnia dans les comptes. L'analphabétisme est le principal risque systémique. À la fin d'une anecdote sur les médecins, il y a une phrase merveilleuse, l'état du patient est stable, mais grave. C'est ce diagnostic qui a pu être posé sur le système bancaire, qu'à la fin de 2002, Sergueï Tijipko a reçu de Vladimir Stelmach. À première vue, il y avait de l'ordre dans le secteur contrôlé par la NBU, mais dans les profondeurs, un certain nombre de tendances cachées dangereuses se développaient. Comme vous le savez, les problèmes chroniques du système bancaire ne sont pas visibles depuis longtemps. Ils ne remontent à la surface que lorsque la banque s'effondre. Avant cela, les processus peuvent prendre des décennies et la durée moyenne de formation des problèmes bancaires est de 3 ans. En l'espace de 3 ans, les défauts de paiement sont progressivement émis, les anciennes dettes sont remboursées au détriment des nouvelles dettes, le taux d'intérêt d'attraction augmente, la durée des dépôts se réduit, l'écart de terme entre l'actif et le passif augmente, et juste avant le dénouement, les fondateurs retirent leur argent, car ils prévoient l'inévitable krach. Des dizaines de processus de ce type ont été observés dans le système bancaire ukrainien. C'est pourquoi nous avons dit qu'en général l'état du système était stable, mais dans certaines institutions, c'était difficile. Sachant cela, notre équipe a élaboré un programme global de développement du système bancaire pendant 2 ans et a commencé à le mettre en œuvre. Au milieu de 2004, les facteurs de risque les plus importants étaient soit éliminés, soit ne présentaient aucun danger particulier. Le système bancaire est entré dans la crise en novembre-décembre 2004, disposant d'une large marge de sécurité. Seule l'énumération des problèmes en 2003 n'a pas occupé une seule feuille de papier imprimée. Tout d'abord, nous étions préoccupés par l'écart entre les taux de croissance des actifs et des fonds propres des banques. Il n'y avait presque pas de système de gouvernance d'entreprise et de contrôle des risques, en particulier de change et de liquidité. Le régulateur ne disposait pas d'informations complètes sur l'état des banques, confirmées par les auditeurs. Des prêts massifs ont été accordés à des personnes apparentées. La plupart des cadres supérieurs du système avaient des qualifications extrêmement faibles. Il y avait un problème aigu des petites banques, dans lesquelles toutes les difficultés ci-dessus existaient simultanément. Des institutions distinctes étaient engagées dans des opérations de blanchiment à grande échelle, et beaucoup, de temps en temps. Le contact n'a pas été établi entre la NBU et les organismes d'autorégulation, l'Association des banques ukrainiennes et l'Union bancaire de Kiev. Un autre problème était l'état d'Oschatbank. Le principal problème était le manque de bonne gestion dans les banques. Un système sain de relations d'entreprise prévoit que les propriétaires de l'institution nomment des cadres supérieurs qui gèrent l'entreprise de manière professionnelle et réalisent des bénéfices. Ensuite,
il est versé sous forme de dividendes et provoque une augmentation de la valeur marchande des actions. Pour empêcher les dirigeants d'abuser du pouvoir dans leur propre intérêt, les propriétaires créent un conseil de surveillance qui approuve les transactions importantes. Les cadres supérieurs, à leur tour, créent une structure de gestion interne claire qui leur permet de déléguer l'autorité et la responsabilité à leurs subordonnés. Cependant, dans les conditions ukrainiennes, tout cela, s'il existait, n'était que formel. Le professionnalisme des cadres supérieurs de la plupart des banques était extrêmement faible. La structure de gestion interne reposait sur une compréhension intuitive des processus. Afin d'inciter les managers à améliorer leur professionnalisme, nous avons élaboré toute une série d'amendements à la loi sur les banques et l'activité bancaire. En particulier, à l'article 42, nous avons proposé de prescrire une procédure de contrôle de l'aptitude professionnelle des chefs d'établissement. Le régulateur a voulu interdire catégoriquement la nomination à des postes de direction de personnes qui, par leurs actions dans le passé, ont conduit la banque à la faillite ou simplement aggravé sa situation financière. Les changements ont été élaborés au début de 2004, mais la Verkhovna Rada ne les a pas soutenus. J'ai dû sortir de la situation, faire des ajustements aux instructions internes de la NBU. Dans le cadre de l'ensemble du système, l'ingérence des propriétaires de banques dans le travail des dirigeants était supportée par de grands risques. Il existait deux modèles communs de relations entre les cadres supérieurs et les propriétaires. Selon la première, les actionnaires considéraient la banque comme l'un des maillons de leur groupe industriel financier, FIG. Dans ce cas, les propriétaires n'ont pas accordé beaucoup d'attention à la rentabilité de la banque et se sont davantage souciés de l'efficacité du système dans son ensemble. Dans le même temps, ils ont bien sûr exigé de l'institution financière des conditions de travail spéciales pour les leurs. En particulier, une telle banque a accordé massivement des prêts à des parties liées sans analyser les risques pour chaque projet individuel. Le danger était que les emprunts soient émis au détriment des fonds levés auprès de la population et des entreprises qui ne faisaient pas partie du FIG. Si la banque faisait faillite, ce seraient eux qui en souffriraient. En outre, la banque a sous-estimé les frais de service des parties liées et a facturé des taux élevés sur leurs dépôts. À la suite de cette pratique, les bénéfices de la banque ont été engloutis et il n'y avait rien pour qu'elle augmente son capital. Ce phénomène était assez courant, étant donné qu'il existe des centaines de FIG en Ukraine. Du premier modèle de relation découlait le second. Comme la banque ne faisait pas de profit, un jour, elle a dû cesser de prêter. Le fait est que la croissance du capital n'a pas suivi l'augmentation des actifs du système bancaire. En 2002 et 2003, l'augmentation des prêts a été de 60 à 70% et le capital a augmenté de moins de 30%. Avec de tels taux déjà à la fin de 2003, les normes de la Banque nationale ne permettraient pas d'émettre des prêts. De plus, ce serait encore plus difficile, car le régulateur a décidé de durcir davantage ses exigences. Depuis mars 2004, la NBU a délibérément relevé la norme d'adéquation à 10% afin d'accroître la fiabilité des institutions contrôlées et de les encourager à réaliser davantage de bénéfices. Auparavant, nous exigions que le ratio des fonds propres réglementaires d'une banque sur ses actifs pondérés en fonction des risques soit d'au moins 8%. Augmenter le ratio d'adéquation du capital a été donné à la NBU très dur. Je devais convaincre non seulement la presse et les banquiers, mais aussi les juges de l'utilité de l'innovation. L'Union bancaire de Kiev, dirigée par le propriétaire de Pravex Bank, Leonid Chernovetsky, a contesté à plusieurs reprises la légalité de la décision de la NBU. Ce n'est qu'en novembre 2005 que la Cour suprême a reconnu la justesse finale du régulateur. On peut comprendre la déception de Chernovetsky, qui s'obstine à ne pas vouloir dépenser d'argent pour la capitalisation de sa banque. À cette époque, presque le seul moyen d'augmenter le capital d'une banque de poche était de demander aux actionnaires d'augmenter le capital autorisé. Cependant, pour les propriétaires, la demande du directeur semblait folle. Ils croyaient sincèrement qu'une banque est une entreprise comme une autre et qu'elle devrait gagner suffisamment d'argent pour se développer par elle-même. Il s'est avéré un cercle vicieux. D'une part, les propriétaires n'ont pas permis à la banque de gagner de l'argent et, d'autre part, ils n'ont pas donné d'argent pour le développement. Ce n'est qu'en 2005 que les actionnaires ont appris à obtenir un rendement de la banque non pas sous forme de dividendes, mais d'une augmentation de capital. Les propriétaires ont vu que beaucoup plus pouvait être gagné de la croissance de la valeur des actions de la banque que de la distribution de ses bénéfices. En 2005, certaines banques ukrainiennes ont été vendues avec des multiples de capitaux propres de 1,5, ce qui est plus qu'en Europe de l'Est. Par exemple, le coefficient pour Укрсоцbank est estimé, selon diverses sources, de 4,8 à 6, et pour Indexbank, de 6,38 à 7,19. C'est à ce stade que se manifestent tous les bienfaits de la capitalisation.
En 2003 à 2004, nous avons exhorté les propriétaires de banques à ne pas vivre pour aujourd'hui, mais à travailler pour l'avenir. Ceux qui ont compris cela ont gagné 1h05. Cependant, la plupart des propriétaires ne nous ont pas entendus. Pour qu'ils réalisent les avantages de la capitalisation, plusieurs transactions ont dû avoir lieu pour vendre des banques à des étrangers et introduire une partie des actions en bourse. Cela, et un autre ne s'est produit qu'en 2005. Il n'y avait rien à leur reprocher, car même la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ne nous comprenait pas. En 2003, je les ai exhortés à entrer au capital des banques ukrainiennes par le mécanisme de l'introduction en bourse ou de la vente privée. La BERD aurait gagné des milliards en quelques années seulement, et les banques auraient reçu un plus sous la forme de technologie et de la présence d'un propriétaire de renommée mondiale. J'ai personnellement fait une proposition semblable au président de la banque, Jean Lemierre, mais ils ne m'ont pas cru. Le temps a montré combien ils ont perdu. Je n'exclus pas qu'avec la participation de la BERD au capital, les banques en 2005 à 2006 auraient été vendues avec des ratios de 1h07. Les hauts dirigeants et propriétaires ukrainiens ont généralement trouvé un compromis dans l'utilisation des régimes. Les actionnaires ont versé de l'argent au fonds statutaire et l'ont immédiatement retiré par le biais de prêts à des entreprises liées. En plus de cela, les banques ont « fini » le capital. L'une des méthodes courantes est la réévaluation des immobilisations. Les revenus souvent accumulés mais non encore perçus ont été pris en compte. De plus, les banques ont présenté le prêt émis comme étant de meilleure qualité qu'il ne l'était réellement afin de constituer des réserves plus petites pour cette opération active. Par exemple, lorsqu'il a fallu réduire le bénéfice de 20% du montant du prêt, ils ne l'ont réduit que de 5%. Cela ne pouvait qu'affecter la fiabilité de la banque. Il ressemblait à un homme avec un corps gonflé sur des jambes fines. Afin d'atténuer les risques systémiques, la NBU s'est fixée pour objectif de rendre aussi difficile que possible l'utilisation des régimes d'inflation du capital, ainsi que de compliquer l'octroi de prêts aux parties liées. À cette fin, nous avons adopté plusieurs résolutions importantes tout au long de 2004. L'élaboration de tous les documents a été réalisée par le vice-président de la NBU Alexander Schlapak et le département général de la surveillance bancaire contrôlé par lui. Le 29 avril 2004, la résolution numéro 192, sur les amendements à certains règlements de la NBU, a été signée. Par ce document, depuis décembre, nous avons interdit aux banques de comptabiliser certains types d'actions, d'investissements dans le capital d'institutions liées et de dettes subordonnées fournies à d'autres banques dans le cadre du capital. Les délits d'initiés ont été particulièrement touchés. Le décret interdisait que toutes les transactions conclues avec des parties liées à des conditions particulièrement favorables soient incluses dans le capital. En outre, le régulateur a renforcé les exigences pour les banques de se conformer aux normes pour les transactions avec des initiés, N9 et N10, et pour les transactions avec une seule personne, N7. Il a été calculé que la résolution a dégagé le capital des banques de 760 millions d'UH. Selon une bonne tradition, pendant longtemps les banques n'ont pas compris quels dépôts et prêts devaient être considérés comme particulièrement rentables. Après avoir reçu de nombreuses lettres bêtes, la Direction générale de la surveillance a élaboré en août une lettre explicative dans laquelle elle rappelait aux banques que chacune d'elles est tenue de créer un règlement intérieur qui devrait répondre clairement à ces questions. En particulier, le document doit séparer les opérations privilégiées avec des initiés des opérations ordinaires afin de les déduire du capital. Pour que les banques ne puissent plus ne pas comprendre, la supervision prescrit à sa manière des signes clairs de traitement préférentiel. Il était possible de déterminer une telle transaction non seulement par le prix, qui était très différent du prix habituel, mais aussi par le fait que des paiements aient été effectués ou non. Souvent, les clients de la rue payaient des commissions lors de l'octroi d'un prêt, contrairement aux initiés. À l'automne, la mode des opérations avec des apparentés à des prix préférentiels est tombée à néant. La suivante après la 192e était la résolution N-267 sur l'approbation des amendements à l'instruction sur la procédure de réglementation des activités des banques en Ukraine, du 17 juin 2004. Avec ce document, nous avons retiré du capital des banques le montant de la réévaluation des immobilisations et des revenus courus mais non payés. Les banques ont été particulièrement réticentes à cette décision. De cette façon, le capital a été gonflé par des institutions systémiques avec un grand nombre de bâtiments et de mobilier. Au total, le capital des banques a encore diminué de 270 millions d'UH, et nous avons exigé que toutes les réévaluations effectuées précédemment soient soumises à l'examen de la NBU. Resserrant les exigences de capitalisation, la NBU a été critiquée par la presse, les propriétaires et les gestionnaires de banques. Cependant, nous n'avons pas regretté que le capital des banques diminue, car cela a rendu l'ensemble du système financier beaucoup plus stable. Finalement, après les crises de colère,
les banques ont trouvé de l'argent pour reconstituer les fonds autorisés. Au milieu de 2004, leurs capitaux augmentaient à peu près au même rythme que leurs actifs. Cependant, les critiques étaient parfois bien méritées. Par exemple, en octobre 2004, nous avons proposé d'obliger les banques, qui ont plus d'un quart des actifs de qualité insatisfaisante, à acheter des obligations d'État et à les placer sur un compte bloc. L'idée, semble-t-il, n'était pas mauvaise, assurer une plus grande stabilité des banques, afin qu'elles aient de l'argent pour restituer les dépôts à la population en cas de faillite. Cependant, la pratique a montré que l'idéologie des réserves est quelque peu différente, elles ont déjà été formées dans d'autres actifs, même dans les mauvais. Si nous avions mis en œuvre notre exigence, les banques auraient été soutenues 2 fois. J'ai dû abandonner cette idée, notamment à cause des critiques dans la presse. Mais la NBU a ignoré l'indignation lorsqu'elle a dû résoudre le problème des caisses d'épargne. Avec une grâce particulière, les institutions contrôlées ont contourné la norme en leur attribuant un statut onéreux. Selon les exigences en vigueur, une caisse d'épargne est considérée comme une caisse dont la part des dépôts des ménages dans le passif dépasse 50%. Le statut spécial était défavorable aux banques, car il impliquait un certain nombre de restrictions. En particulier, 4 normes d'activité sur 15 ont été renforcées pour les caisses d'épargne, H4, H7, H9 et H10. Elles devraient avoir plus d'argent disponible et sur un compte de correspondant qu'une banque ordinaire. De plus, pour les caisses d'épargne, le montant maximal du prêt qu'elles peuvent émettre d'une seule main a été considérablement réduit. Les institutions sont coincées dans les transactions avec les initiés. Formellement, toutes ces restrictions sont justes, car la Sberbank a une responsabilité beaucoup plus élevée envers les déposants. Cependant, dans la pratique, c'était vraiment gênant. Les banques ont essayé d'augmenter les passifs afin de ne pas tomber dans une catégorie désavantageuse. Par exemple, 2 candidats à un statut spécial se sont mutuellement accordés des prêts interbancaires. Nous avons décidé d'arrêter cette pratique et en même temps d'assouplir légèrement les exigences pour les caisses d'épargne. Le 15 septembre 2004, la résolution N-443 est apparue, qui énonçait un mécanisme détaillé pour transférer une institution dans une catégorie désagréable. La NBU a différencié les exigences pour l'émission d'un prêt par une Sberbank d'une part, en fonction du nombre de prêts de mauvaise qualité dans les actifs de la banque. Le régulateur a spécifiquement stipulé que les nouvelles normes N7, N9 et N10 ne s'appliquent qu'aux prêts nouveaux et prolongés. Malheureusement, les restrictions ne sont entrées en vigueur qu'au début de 2005 et nous n'avons pas eu le temps d'évaluer leur efficacité. La NBU a tenté d'introduire des systèmes de gouvernance d'entreprise dans les banques. En janvier 2004, le département général du contrôle bancaire a publié des directives sur l'organisation et le fonctionnement des systèmes de gestion des risques dans les banques ukrainiennes. En particulier, ils ont précisé les principes de la création de la structure organisationnelle correcte de l'institution et du partage de la responsabilité de la prise de décision entre les gestionnaires. Un accent particulier a été mis sur le fait que les gestionnaires doivent être soumis à une influence minimale de la part des propriétaires. Des recommandations méthodiques ont été créées consciemment. Nous avons compris que les grandes banques avaient déjà dépensé des dizaines de millions de dollars pour l'introduction de systèmes de gestion des risques, tandis que les petites et moyennes banques n'avaient pas l'argent pour payer les services de consultants occidentaux qui aideraient à construire correctement les processus commerciaux. Cela signifiait l'instabilité de tout le système. Le département de supervision de la NBU, dirigé par Vadim Puskarev, a longuement consulté des experts de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, a étudié leur expérience et a tenté de l'adapter aux conditions ukrainiennes. En conséquence, un manuel pratique a été créé spécifiquement pour les petites et moyennes institutions. Le document était de nature consultative, mais depuis 2003, nous essayons de forcer les banques à être plus attentives aux domaines de travail les plus sensibles. Par exemple, nous avons introduit les exigences de base pour l'organisation des activités opérationnelles et le contrôle interne dans les établissements. Parallèlement, des séminaires sur la gestion des risques ont été organisés pour les directeurs de banque et les superviseurs de la NBU. Ainsi, pas à pas, nous avons éliminé les déséquilibres systémiques qui pourraient un jour conduire à une crise de grande ampleur. Les banques ont fortement protesté contre l'introduction par le département de surveillance NBU du système d'indicateurs de réponse rapide. Il s'agissait d'un ensemble d'indicateurs et de ratios, grâce auxquels les directions régionales de la Banque nationale pouvaient suivre les tendances dangereuses des activités des institutions contrôlées. Le système, introduit en 2003, a grandement facilité le travail de contrôle, car il a été possible de ne pas recourir à des inspections sur place, mais de tirer des conclusions précises sur la base de rapports ordinaires. Les banques se méfiaient des indicateurs de réponse précoce, car la méthodologie pour les calculer, bien sûr, n'était pas rendue publique.
Ils ont vécu toute la gamme des sentiments de l'accusé, qui ne savait pas ce qui était consigné dans son dossier personnel. Et, bien sûr, ils se sont indignés lorsque, sur la base des indicateurs calculés, la NBU a menacé d'appliquer des sanctions. L'Association des banques ukrainiennes et l'Union bancaire de Kiev ont demandé de leur donner un système d'indicateurs d'analyse ou, mieux encore, de l'annuler complètement. Naturellement, nous n'avons fait ni l'un ni l'autre. La concession maximale que notre équipe a faite a été la promesse que le tableau de bord ne servirait pas de base à des sanctions. Autrement dit, il doit y avoir d'autres faits confirmant que la banque a des problèmes. Cela signifiait effectuer une inspection programmée ou non programmée. Durcissement forcé. Le travail quotidien des banques est devenu un sujet particulier d'audit par la NBU. Par exemple, le régulateur était très préoccupé par la question des risques de change. À la fin de 2003, le conseil d'administration de la NBU a autorisé l'octroi de prêts à la population en devises étrangères. Il s'agissait d'une étape forcée, car les prêts en devises fortes étaient déjà émis en plein essor par le biais des cartes de paiement. Nous avons juste légitimé le mécanisme en supprimant les restrictions inutiles. Immédiatement, j'ai dû penser à la présence d'un risque systémique. Les banques étaient trop actives dans les prêts aux particuliers en devises étrangères. Cela pourrait créer des problèmes, car la plupart de la population percevait des revenus dans la hryvnia. Afin de payer les intérêts sur les prêts en devises, les gens devaient se rendre dans les bureaux de change ou les caisses des banques, acheter des dollars ou des euros, et seulement ensuite effectuer un versement de prêt. Cette situation est devenue dangereuse, car la dépendance du système bancaire vis-à-vis de la stabilité du taux de change s'est fortement accrue. Même une légère dévaluation de la hryvnia compliquerait le service des prêts en devises et, éventuellement, provoquerait des défauts de paiement massifs. La Banque nationale n'avait pas le droit de laisser la situation suivre son cours et, le 29 juin 2004, elle adoptait la fameuse résolution numéro 300. Avec ce document, nous proposions de modifier la disposition sur la procédure de constitution d'une réserve pour compenser les pertes éventuelles sur les opérations de crédit bancaire. On a supposé que pour les prêts en devises émis, les banques devraient constituer une réserve plus importante. En d'autres termes, réduire considérablement les bénéfices. Pour ce faire, nous avons proposé d'abaisser d'un niveau la classe d'un emprunteur qui a reçu un prêt en devise mais qui n'a pas de revenu stable en devise. Comme vous le savez, selon la solvabilité, les emprunteurs sont divisés en 5 classes de fiabilité. Plus le risque de non-retour est élevé, plus la réservation doit être importante. Dans le cas le plus critique, en émettant un mauvais prêt, la banque doit déduire le montant total du prêt du capital, à l'exclusion de la valeur de la garantie. Cette opération est appelée « redondance à 100%. À titre de comparaison, pour les prêts de la plus haute qualité, le capital n'est réduit que de 1% du montant émis. Naturellement, les banques ont toujours essayé d'embellir la qualité des prêts pour ne pas gâcher leur performance. On peut comprendre leur indignation, car si la décision était adoptée, ils devraient réduire leur capital. De plus, nous avons exigé que les banques ne déduisent pas la valeur des garanties reçues des emprunteurs, à risque, du montant du prêt. Autrement dit, ils doivent fournir un gage, mais selon le rapport, cela ne passerait pas. Cela signifiait que les réserves devaient être calculées à partir du montant total du prêt et non de sa petite partie. C'était une sorte de provocation de la part de la NBU, nous sommes délibérément entrés en conflit avec les banques, pour ensuite nous replier sur des positions pré-préparées. J'ai personnellement écrit le texte du décret N-300, sachant que tout le monde protesterait contre lui, à la fois la presse et le secteur financier. Et c'est arrivé. La NBU a été critiquée sans pitié. Le 20 juillet 2004, nous avons rencontré les banquiers, nous nous sommes excusés et avons retiré la résolution pour révision. Il est faux d'exclure les garanties du calcul des garanties car les garanties sont un instrument liquide. Dans cette partie, nous sommes allés trop loin, reconnaissais-je alors. Immédiatement, le conseil d'administration de la NBU s'est assis à la table des négociations avec les banquiers et s'est mis d'accord sur des conditions qui nous convenaient à nous et à eux. Le résultat de la réunion a été le décret DO numéro 411 qui, depuis mars 2005, a introduit des restrictions dans le format requis. Le document prévoyait l'assouplissement du provisionnement des prêts en hryvnia, tandis que les conditions de provisionnement des prêts en devises restaient les mêmes. L'ordonnance est toujours en vigueur. Il faut dire que les associations bénévoles de banques, AUB et KBS, ont activement participé à tous les débats. Par décision de Sergueï Tijipko, le conseil d'administration de la NBU a nécessairement coordonné avec eux presque toutes les décisions importantes liées à la réglementation du système. Malheureusement, après le retour de Vladimir Stelmach, cette pratique a été abandonnée. Venant à la NBU, notre équipe a découvert un autre gros problème, l'inadéquation entre les actifs et les passifs des banques en termes de longueur. En 2002 à 2003,
Une situation typique était celle où de l'argent, court, pour un maximum d'un mois, était emprunté sur le marché interbancaire pour émettre des emprunts d'une durée supérieure à un an. La plupart des institutions étaient orientées du tout vers des ressources, du jour au lendemain. Dans la théorie de la gestion bancaire, ce phénomène est appelé le liquidity gap, ou gap. Les lacunes comportent un risque énorme. Si les ressources du marché disparaissent, la banque n'a rien pour couvrir le trou soudain apparu dans le passif. Rien de mieux que le cas où la ressource augmente soudainement de prix. Ensuite, l'émission de prêts aux dépens de l'interbancaire devient non rentable. Dans le pire des cas, les deux exemples peuvent se terminer par la faillite de l'institution. Et la chute d'une grande banque peut provoquer un « effet domino » dans tout le système financier. En partie, la situation de l'économie était en faveur du schéma de travail avec des lacunes. En 2002 et 2003, il était possible d'acheter n'importe quel jour suffisamment de Rivnia gratuite à un prix modique sur le marché des ressources. Jusqu'à l'automne 2003, il n'y a pas eu une seule crise au cours de laquelle les taux ont grimpé d'au moins 20% par an. Au contraire, ils sont longtemps restés au niveau de 0,1% par an. Les bailleurs de fonds étaient des banques systémiques, qui servaient l'État, la population et de nombreuses entreprises, notamment métallurgiques. Ce sont Prominvest Bank, Aval, Bank, Ukrexim Bank. De nombreuses banques ont gagné de l'argent en empruntant à certaines institutions et en prêtant à d'autres. Cela augmentait les risques dans le système dans son ensemble. Les grandes et les petites banques n'ont même pas cherché à gérer les risques, s'étant habituées au bon marché et à l'abondance des ressources sur le marché, elles ont négligemment augmenté leur portefeuille d'investissement. Les écarts ont surtout été abusés par les établissements de taille moyenne qui ne voulaient pas être à la traîne des grandes banques en termes de développement. C'était en partie une étape forcée, les actionnaires ont exigé que la banque gagne son propre capital. La journée de travail type du trésorier consistait à évaluer le niveau des taux d'intérêt sur le marché des ressources et à calculer combien de clients pouvaient obtenir des prêts en utilisant l'argent du marché interbancaire. De plus, les décisions ont été prises sur la base de données sur le coût de la Rivnia, NI. La logique était comme ça. Si le coût des prêts au jour le jour au cours des 6 derniers mois n'était pas supérieur à 5 à 6% par an, ne dépassant généralement pas 1 à 2%, et que les prêts à l'économie en même temps étaient émis à 20 à 24%, alors il était possible de prendre des risques. Le trésorier a supposé que même lorsque le coût de la Rivnia, du jour au lendemain, a grimpé à 20%, il devrait endurer un maximum de plusieurs jours. Et si la période de l'argent cher s'éternise, il sera possible d'attirer des dépôts coûteux de la population. Ainsi, le système de gestion des risques a été réduit au raisonnement. Selon les trésoriers, tout devrait bien se passer si l'État ne tire pas trop d'argent sur le compte du Trésor, si la population ne dépense pas trop pour acheter des biens, si la confiance dans le système bancaire n'est pas ébranlée, si le taux de change pas changé, et ainsi de suite. Cependant, pour un banquier, plus de 2,6 est déjà un chemin direct vers une crise. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, la Banque nationale a souvent parlé du danger de lacune. Nous avons envoyé des lettres et des télégrammes dans lesquels nous recommandions aux banques de passer à des passifs plus solides, dépôts des ménages, emprunts internes et externes à long terme. Cependant, les banques ont à peine réagi à nos avertissements. Tout a radicalement changé en novembre 2003, lorsque le gouvernement a placé trop d'argent sur un seul compte au Trésor, le retirant ainsi du système financier du pays. Après 2 années d'abondance, il y a eu soudain une forte pénurie de ressources et les taux d'intérêt sur le marché interbancaire ont grimpé en flèche. Le coût de la Rivnia, lui, a atteint 70% par an. Dans les systèmes de distribution, le niveau indicatif de 100% a même glissé. La plupart des transactions entre les grandes banques ont été effectuées à environ 30% par an. La NBU a ensuite été accusée d'inaction, de ne pas avoir fourni de refinancement à tous ceux qui le voulaient à temps. On a vraiment un peu tardé à prendre la décision, mais on a compris que rien ne menaçait le système bancaire. La thérapie de choc a produit un effet qui donne à réfléchir. Après la crise de liquidité, les banques ont commencé à prendre très au sérieux la planification des opérations actives-passives. Les grandes institutions ont commencé à pénétrer les marchés étrangers, tandis que les petites institutions ont commencé à émettre des obligations et à attirer les dépôts de la population. Selon les résultats de 2003, les soldes des fonds sur les comptes des personnes physiques ont augmenté de 67,7%. Attirant à long terme, depuis plus d'1 an, les dépôts ont augmenté à un rythme plus rapide. Peu de temps avant cela, un autre événement s'est produit qui a fait réfléchir les banques. En août 2003, une situation désagréable s'est produite, l'effondrement de notre banque a commencé. Le matin du 18 juin, la directrice du département de la politique monétaire, Natalia Grobenick, m'a appelé et m'a dit « Nous avons un problème.
Il s'est avéré que Dnepropetrovsk, notre banque, n'a pas retourné la NBU 7,5 millions de hryvnia, qui la nuit précédente a pris comme refinancement. J'ai immédiatement ordonné de geler les mouvements d'argent sur les comptes bancaires jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. Grâce à cela, il a été possible d'économiser une partie importante des fonds, qui ont ensuite servi à payer les victimes. Le 18 juin, l'institution a emprunté des dizaines de millions de hryvnia sur le marché interbancaire. Immédiatement après l'introduction des sanctions par la NBU, les créanciers ont exigé le retour de leur argent, et grâce à nous, presque tout a été restitué. La population a eu moins de chance, les déposants ordinaires ne recevaient que les montants remboursés par le Fonds de garantie des dépôts. Le reste des fonds a disparu. L'audit a confirmé les pires craintes, la direction de la banque, sous la direction des propriétaires, a commencé à lui retirer de l'argent en émettant des créances douteuses. Dans les conditions ukrainiennes, c'est exactement ainsi que se comportent les actionnaires, qui voient que l'institution va bientôt s'effondrer. Cette évolution des événements a été surprenante pour nous, car le système d'indicateurs de réponse précoce n'a pas montré de tendance menaçante. Plus tard, il s'est avéré que les relevés de la banque avaient été falsifiés pendant longtemps et le mari de l'un des employés de notre banque, qui travaillait dans le département territorial de la NBU, a réussi à le dissimuler. Le conseil d'administration de la Banque nationale a ouvert une enquête interne et tenté pendant longtemps de négocier avec les anciens et les éventuels nouveaux propriétaires. Pendant un certain temps, on espérait que de nouveaux actionnaires apparaîtraient qui donneraient de l'argent et sauveraient la banque. Cependant, nous avons alors réalisé que le seul objectif des propriétaires était de gagner du temps afin de gagner un peu plus d'argent. Le conseil d'administration de la NBU a décidé de lancer la procédure de liquidation, refusant d'émettre un prêt de stabilisation et de refinancer l'institution. Nous avons réalisé qu'il est impossible de retarder le temps dans de telles situations. Nous avons besoin d'une réponse rapide et ferme. La pratique a montré que c'est le seul moyen d'économiser de l'argent, et il y a même une certaine probabilité de maintenir la banque à flot. L'effondrement de notre banque a profité à l'ensemble du système financier. Après cela, une vague de révision des limites des transactions interbancaires a déferlé sur les grandes institutions. De nombreuses banques systémiques ont cessé de travailler avec de petites institutions, les jugeant trop instables. Malgré des difficultés passagères, tout le monde a bénéficié de la restriction du prêt mutuel. Les banques systémiques se sont sécurisées, tandis que les petites ont appris à planifier la collecte de fonds de manière plus compétente et à moins dépendre du marché des ressources. Une autre tendance désagréable était liée au marché interbancaire, qui s'est clairement manifestée en novembre 2003. Les rapports de la NBU supposaient que les banques rendaient compte de la formation des réserves obligatoires une fois par mois. En réalité, le respect de la norme était contrôlé une fois tous les 10 jours. Cela a conduit au fait qu'au cours du mois, les banques individuelles ont conservé le montant minimum de hryvnia sur les comptes de correspondants. Mais le dernier jour de la décennie et surtout du mois, sur les soi-disant transitions, ils ont essayé d'emprunter autant d'argent sur le marché afin d'atteindre la moyenne mensuelle souhaitée. Ces jours ont toujours été caractérisés par une forte hausse des taux d'intérêt sur le marché des dépôts et l'émergence d'une forte demande de refinancement NBU. D'autre part, la valeur de l'argent a chuté dès le lendemain. En mars 2004, j'ai envoyé une lettre décrivant le problème. Selon les statistiques de la NBU, 71 banques sur 158 ont pris des ressources sur le marché des dépôts à des prix gonflés. La raison de ce comportement était la mauvaise gestion du passif. Le manque de professionnalisme des dirigeants des banques a entraîné de fortes fluctuations des taux d'intérêt. En conséquence, les prêts à l'économie sont devenus plus chers et les risques systémiques ont augmenté. En novembre 2003, les chutes ont été les plus destructrices. Ils ont coïncidé avec la sortie de fonds vers le trésor public et ont conduit à la hausse des taux interbancaires à 70 à 100% par an. Pour lutter contre les fluctuations du marché, la directrice du département de la politique monétaire, Natalia Grebenik, a proposé d'introduire des réservations quotidiennes. En mars-avril, nous avons élaboré et vérifié avec les banques un projet de résolution sur la procédure de constitution des réserves obligatoires. Selon ce document, à partir du 1er juillet 2004, les établissements devaient conserver quotidiennement sur leur compte de correspondant au moins 60% de la norme journalière. Plus tard, le niveau a été modifié par une résolution distincte de la NBU. Nous avons rendu la nouvelle procédure assez souple, permettant aux banques d'autoriser des sous-réserves jusqu'à 30 jours par trimestre. Bien sûr, la valeur de l'argent en transition continue de croître, car les banques ne savent pas jusqu'au dernier jour combien d'argent ira sur leur compte. Par conséquent, ils doivent généralement emprunter le montant manquant uniquement lors de la déclaration. De plus, le ministère des Finances et les ordonnateurs du budget ne sont toujours pas guéris de la mauvaise habitude de jeter de l'argent dans le système bancaire en début de mois et de le retirer à la fin.
Cela stimule également les taux d'intérêt sur les ressources libellées en hryvnia. Et pourtant, de manière générale, comme on s'y attendait, les fluctuations des taux d'intérêt sur le marché interbancaire ont fortement diminué depuis lors. L'état du marché avant et après l'introduction du solde minimum quotidien différait considérablement et le système financier du pays a commencé à fonctionner de manière plus stable. Le simple fait que chaque jour vous ayez besoin de conserver un certain montant sur les comptes a considérablement accru le professionnalisme et la responsabilité des trésoriers de toutes les banques sans exception. Nous avons compris qu'il ne serait pas possible d'éliminer complètement les lacunes. La règle d'or de Vladimir Stelmach, qui stipule que les actifs doivent correspondre aux passifs en termes de longueur, ne peut être respectée. Depuis des temps immémoriaux, l'essence de l'activité bancaire a été de collecter des dépôts courts et d'émettre des prêts longs, plus longs. Un élément obligatoire d'un tel travail est la confiance des investisseurs. En principe, il ne peut y avoir d'équilibre complet. Dès lors, l'activité bancaire se réduit à la capacité de combler des gaps par divers instruments financiers. Dans le même temps, la NBU a constaté que les banques ne seraient pas en mesure de combler seules les lacunes en raison du manque d'instruments sur le marché. Par conséquent, il a décidé de renforcer le rôle du régulateur en tant que prêteur en dernier ressort en créant des règles claires pour le refinancement. À la fin de 2003, Natalia Grobenic et moi avons révisé l'ensemble du cadre réglementaire qui réglementait les opérations actives de la Banque nationale et l'avons combiné dans un nouveau règlement sur la réglementation NBU de la liquidité des banques ukrainiennes par le refinancement, le dépôt et d'autres opérations. Le document a été publié le 24 décembre 2003 et est entré en vigueur en mars 2004. En même temps, nous avons annulé les décrets disparates qui étaient en vigueur auparavant. Les banques commerciales ont été impliquées dans l'élaboration du document, qui était censé devenir les consommateurs finaux des services du régulateur. Grâce à la coopération, la situation s'est avérée très correcte en termes d'adéquation pratique. Par exemple, il a résolu un problème tel que la confirmation de réception d'une demande de refinancement. Auparavant, l'ordinateur n'acceptait les candidatures que jusqu'à 10 heures, puis les coupait. En conséquence, les banquiers ont dû rechercher Arseniy Yatsenyuk, qui leur permettrait personnellement d'émettre de l'argent. Les procédures prescrites ont sauvé tout le monde de ce problème et d'autres. Nous avons énuméré des critères clairs pour permettre aux banques de refinancer et de couper de notre argent celles d'entre elles qui ne respectaient pas les normes de base. Pour la première fois, notre document précisait en détail la procédure d'émission des prêts de stabilisation. À l'automne 2004, il s'est avéré qu'en pratique, cela ne servait à rien, mais avant cela, le conseil d'administration de la NBU considérait la procédure comme idéale. L'allongement des durées des prêts émis par le régulateur jusqu'à 365 jours est devenu révolutionnaire. Nous avons activement utilisé le refinancement par le biais de l'instrument de mise en pension directe de devises, soit Préel, grâce auquel, en 2004, nous avons réussi à donner au système 3,5 milliards d'UH. Contre 0,4 milliards un an plus tôt. L'opération de swap classique a été entravée par la commission de la caisse de pension, qui s'élevait alors à 1,5% du montant de la devise achetée. Pour contourner son effet, nous avons mis au point un stratagème délicat qui impliquait l'utilisation de garanties. En conséquence, l'opération a dû être appelée « repo ». Tous les instruments spécifiés dans le règlement, en vertu desquels le refinancement a été émis, ont été activement utilisés. La Banque nationale acceptait les obligations de l'État, des collectivités locales et des entreprises, les lettres de change, les créances sur emprunt, les certificats de dépôt. Ce n'était pas pratique, mais nous avons pris des risques parce que les banques étaient sévèrement limitées dans leur capacité à recevoir de l'argent. Certes, il fallait se réassurer. La Banque nationale a contrôlé les émetteurs d'obligations et de bons, a procédé à un audit supplémentaire afin de ne pas se fier au cours des actions, facile à réglementer. Les lettres de change étaient escomptées à 50%, et avant cela, il fallait obtenir le consentement écrit de tous les participants à la lettre de change, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle soudain à l'exercice du droit de recours. Il fallait également vérifier la situation financière de chacun des endosseurs. Cependant, nous acceptions toujours des factures et émettions de l'argent contre elles. Malheureusement, les récépissés d'entrepôt et les hypothèques n'ont pas été utilisés, car le gouvernement n'a pas créé les règlements nécessaires à la circulation de ces types de titres. Nous avons également dû fermer le mécanisme de refinancement à long terme jusqu'à 3 ans presque dès le départ. En février 2003, la Banque nationale a adopté un règlement temporaire sur la procédure de refinancement à long terme, sur la base duquel elle a émis environ 1 milliard de hryvnia pour plusieurs projets pilotes. En fait, notre argent a été utilisé pour achever la construction de groupes électrogènes dans les centrales nucléaires de Khmelnytsky et de Rovno et pour réparer l'autoroute Kiev-Odessa.
Nous avons prouvé que le mécanisme de refinancement à long terme est tout à fait applicable. Même avant le début du projet, la Banque nationale a été fortement critiquée pour l'idée même de financer des projets mondiaux par l'émission de Rivnia non garantie. Des experts du Fonds monétaire international ont déclaré que prêter à l'économie n'est pas la fonction de la Banque centrale. En fin de compte, nous étions d'accord avec le FMI. La NBU a promis qu'elle ne prêterait pas directement, mais refinancerait uniquement les banques commerciales. Ainsi, le régulateur s'est débarrassé de tous les risques liés à l'analyse des documents soumis et à l'acceptation des garanties, et est devenu une quasi-banque de second rang. Bien que, bien sûr, avant le début de chacun des projets, la Banque nationale a soigneusement étudié de nombreux documents s'y rapportant. Cela a été fait par le groupe de gestion du projet des lignes de crédit internationales. Elle avait une expérience pratique dans l'analyse d'application. En accord avec le FMI, la Banque nationale a approuvé la limite maximale pour l'émission d'argent pour le refinancement à long terme, 1 milliard de hryvnia. Cela était nécessaire parce que le fonds a vu la menace de l'inflation à la suite de l'inclusion de la presse à imprimer. Toutefois, l'expérience a montré que l'émission d'un refinancement n'a pas eu d'incidence sur les prix à la consommation. La NBU a épuisé la limite à la fin de 2003 et sur la vague de succès a suspendu le projet. Plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le refinancement à long terme était bloqué par le FMI. En fait, Sergueï Tijibko et moi-même avons décidé d'abandonner le projet. Le fait est que nous avons reçu trop de propositions et même de demandes de refinancement d'événements très étranges. Une pression particulièrement forte sur la NBU a été exercée par des personnages individuels de l'administration présidentielle. Ils voulaient obtenir de l'argent pour la reconstruction du camp des pionniers d'Artek. Une fois, j'ai été convoqué par Sergueï Leonidovitch. Il avait entre les mains l'une des propositions, qui nécessitait un refinancement à long terme. En tant qu'ancien avocat, j'ai lu le document et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une garantie de non-retour. L'argent était censé aller sur les comptes de plusieurs structures Shell, et il n'était pas question d'une quelconque reconstruction d'Artek. Arseniy Yatsenyuk a été dénoncé au président comme un homme qui refusait d'aider les enfants. J'ai directement dit à Tijibko que nous ne devrions pas nous impliquer là-dedans. Après mon licenciement de la NBU, mon ancien patron m'a appelé. Tijibko s'inquiétait du problème d'Artek. Stelmach l'a appelé et lui a dit qu'une affaire pénale avait été ouverte dans cette affaire. Tijibko a demandé si nous avions émis un refinancement. Je me souviens à quel point j'étais heureux. Si nous extradions, nous serions déjà en prison, ai-je répondu. Après l'incident avec Artek, Tijibko et moi nous sommes entretenus et avons décidé que nous aidions l'économie, mais nous n'aiderons pas les individus, car rien de valable ne sort d'une bonne idée avec la structure ukrainienne du pouvoir. Et interdit le refinancement à long terme. Je soupçonne que beaucoup de gens ont été bouleversés quand ils en ont entendu parler. En plus de prendre des décisions globales au cours de ces années, j'ai dû faire face à des problèmes techniques mineurs. Littéralement dès le début de la lutte contre les GAP, j'ai découvert que la Banque nationale ne sait pas exactement ce qui se passe sur le marché des ressources. Il n'y avait aucun moyen de le savoir à l'aide de rapports, seuls les concessionnaires des banques commerciales possédaient des informations réelles. Ils travaillaient immédiatement via 3 systèmes d'information, Ukr-Dealing, Interbusiness Consulting et Reuters, tandis que les transactions étaient effectuées par téléphone. Je me suis fixé une tâche personnelle pour savoir quels sont les taux réels sur le marché interbancaire. Reuters a ensuite installé 2 terminaux fonctionnels à la Banque nationale dans le cadre d'une promotion. L'un d'eux se trouvait dans le bureau du premier vice-président. De plus, j'ai personnellement souscrit au service d'Ukr-Dealing et d'Interbusiness Consulting et j'y ai été enregistré sous le pseudonyme Banque nationale. Les concessionnaires ont très vite découvert que Yatsenyuk surveillait le déroulement de la vente aux enchères et ont commencé à déformer les informations grâce à un système de clés spéciales. Par exemple, au lieu de 1,8%, 180% sont apparus sur le moniteur. De plus, les spéculateurs qui ont acheté la hryvnia à un endroit et l'ont immédiatement revendue à un autre ont gravement déformé les informations. Afin d'arrêter ces phénomènes, Natalia Grebenik et moi avons décidé d'obliger les banques à montrer toutes les transactions d'achat et de vente de ressources sur le marché interbancaire, à la fois pour les prêts et pour les transactions de mise en pension et autres instruments. Pour faciliter le traitement des données, nous avons eu l'idée de créer un formulaire de déclaration électronique spécial. Les spécialistes techniques de la NBU ont rapidement développé un système d'information pour le marché interbancaire, qu'ils l'ont appelé Credinfo. Nous avons décidé d'envoyer gratuitement ce système aux banques afin d'éviter les accusations de profit. Credinfo a été mis en service en mai 2004 et la décision d'introduction du système a été signée en janvier. Les banques ont longtemps résisté et se sont plaintes que le logiciel ne fonctionnait pas ou plantait.
Ils ont même eu l'idée qu'il était impossible de saisir des informations sur les transactions en 10 minutes, car cela ralentirait le travail du marché interbancaire. En effet, au début, le système était rudimentaire, mais une fois terminé, les arguments sur l'imperfection technique de Crédinfo ont disparu. Lorsque les passions se sont apaisées et que nous fêtions déjà la victoire, il s'est avéré que les banques parviennent à déformer même les informations qui devaient être saisies dans Crédinfo. En plus des intérêts pour l'utilisation des ressources, ils ont commencé à facturer des frais de commission, qui ont été utilisés pour d'autres types de rapports. Les avocats de la Banque nationale ont fouillé dans la législation et rédigé une explication dont l'essentiel était d'interdire les commissions pour de telles transactions. En juillet 2004, nous avons envoyé cette clarification, signée par moi, par télégramme. Il n'y a plus eu de problème avec Crédinfo et la Banque nationale a obtenu un outil pour suivre les taux d'intérêt réels sur le marché des ressources. Ainsi, la lutte contre les lacunes a été menée dans plusieurs directions et s'est avérée assez fructueuse. Mi-2004, la politique active-passive des banques avait radicalement changé. Les institutions étaient prêtes pour de nouvelles crises de liquidité et l'ont prouvé à l'automne. Jusqu'à présent, la longueur de leurs engagements est nettement inférieure aux conditions pour lesquelles les prêts sont émis. Cependant, il s'agit de passifs qualitativement différents. Parmi eux, la part des dépôts de la population et des prêts étrangers est très importante. Les prêts aux dépens des fonds du marché interbancaire sont depuis longtemps passés de mode. La crise de confiance en Russie est devenue un test pour la stabilité du système bancaire ukrainien. À la mi-mai 2004, la licence de la Sod Business Bank, soupçonnée de blanchiment d'argent, a été révoquée. Avec lui, CB Credit Trust a fait l'objet d'une enquête. Cet incident serait passé inaperçu, mais bientôt des rumeurs se sont répandues sur le marché financier de la Fédération de Russie selon lesquelles les licences seraient retirées à d'autres banques déjà incluses dans une sorte de « liste noire ». Plusieurs listes ont même été publiées sur Internet et dans l'un des journaux centraux, les appelant les mêmes « listes noires ». Les banques russes ont immédiatement fermé les limites sur les transactions mutuelles. Autrement dit, ils ont cessé de se prêter mutuellement. En conséquence, les taux d'intérêt ont fortement augmenté sur le marché russe des ressources et la population s'est précipitée pour retirer de l'argent des dépôts. En juin 2004, Sergueï Tijitko a personnellement contacté le président et les deux premiers vice-présidents de la Banque centrale de Russie. Nous avons essayé de comprendre quels risques la situation de juin en Fédération de Russie comporte. Pour le système financier ukrainien, la crise russe était dangereuse en raison de deux circonstances. Premièrement, de nombreuses banques nationales ont emprunté de grandes quantités de dollars aux Russes, de sorte que la fermeture de cette source a entraîné une augmentation des taux de 1 à 2% sur les prêts interbancaires en devises étrangères. Cependant, après 2 ou 3 semaines, les turbulences du marché se sont calmées et le coût des ressources est revenu à ses niveaux antérieurs. Je n'ai mentionné que brièvement la deuxième circonstance qui nous dérange dans la presse, des problèmes peuvent survenir pour ceux qui, à la poursuite de la hausse du rouble, ont placé des fonds gratuits dans les banques russes. Au plus fort de la crise dans la Fédération de Russie, j'ai chargé de calculer l'équilibre des actifs et des passifs dans les opérations des banques des deux pays. Cela s'est avéré ne pas être en notre faveur. Les banques ukrainiennes attiraient activement des ressources en Russie, mais elles conservaient également des montants d'ordre de grandeur plus importants sur des comptes de correspondants en roubles russes. La raison était simple, le rouble à cette époque augmentait de prix par rapport au dollar, et il était rentable de le détenir. Cela a conduit au fait qu'au milieu de la crise, de nombreuses banques ukrainiennes ont gelé des ressources sur des comptes de correspondants en Fédération de Russie. Nous craignons que les partenaires russes ne soient pas inclus dans la liste des personnes financièrement insolvables et que l'argent ne disparaisse pas pour toujours. Tout cela rappelait les événements de 1998, lorsque je travaillais chez Raval et que je recouvrais des dettes impayées sur les soldes des comptes de correspondants de banques russes en faillite. Je me souviens comment j'ai rendu de l'argent avec des guichets automatiques, des terminaux de points de vente et des obligations Gazprom avec une remise de 85%. Il s'est avéré qu'en 2004, il n'y avait rien à craindre, le retard maximal n'a duré que 2 jours et les banques ukrainiennes n'ont même pas ressenti d'inconvénients. Chasse aux laveuses. Lorsqu'en novembre 2004, la NBU a lutté contre la crise du marché des changes, l'expérience de la gestion du retrait des capitaux du pays et des banques engagées dans des opérations de blanchiment a été très utile. Ce travail a été mené sans relâche, car on voyait dans les deux phénomènes un danger potentiel pour le système, surtout à la veille des élections présidentielles. À l'été 2003, la Banque nationale a fermé les comptes en devises anonymes et les comptes codés des particuliers. Tant par ceux-ci que par d'autres, d'importants revirements ont été effectués pour encaisser des fonds obtenus de manière malhonnête. En 2003, ces failles n'étaient plus guère exploitées, mais nous avons décidé de supprimer définitivement les comptes cryptés et anonymes.
L'étape suivante, au cours de laquelle tout le monde pouvait perdre son poste, était la lutte contre les schémas de retrait des capitaux à l'étranger. Les plus courantes à cette époque étaient les transactions avec des titres et la pseudo-importation. Le 29 janvier 2003, la Banque nationale a fait le premier pas en interdisant les transactions d'achat de devises sur le marché interbancaire du pays dans le cadre d'accords entre résidents et non-résidents sur l'achat et la vente de titres. Sergueï Tijibko a ensuite personnellement dessiné devant les caméras le principe du stratagème. En termes généraux, elle ressemblait à ceci. La société ukrainienne vendait les actions de la société à une société offshore. Et puis, voyant que les journaux étaient prometteurs, ils les rachetèrent, mais à un prix plus élevé. Le montant requis est allé à l'étranger. La Banque nationale a réussi à bloquer ce canal de retrait de capitaux en l'obligeant à obtenir une licence individuelle du régulateur pour transférer des devises étrangères pour chacune de ses opérations. Cependant, bientôt les artisans ont trouvé un moyen de contourner la restriction. Le décret NBU numéro 36, sur les transactions avec des titres d'émetteurs ukrainiens, stipulait que les transactions avec des personnes morales non résidentes étaient soumises à licence. Les banques ont commencé à retirer de l'argent sur les transactions avec des particuliers non résidents. J'ai dû émettre une deuxième résolution, par laquelle la Banque nationale forçait de recevoir une autorisation individuelle pour de telles opérations. Cependant, même après cela, l'effet de l'introduction de la restriction était faible. Au fil du temps, des stratagèmes ont été trouvés pour le contourner, le capital n'a pas de frontières. Le positif, c'est que nous avons au moins commencé à nous opposer au retrait d'argent. Environ un an plus tard, la NBU a bloqué un autre canal de sortie de capitaux. Le décret numéro 597 du 30 décembre 2003 a durci la procédure d'achat de devises pour payer les travaux, les services et les droits de propriété intellectuelle avec retard de livraison. Pour mener à bien ces opérations, la NBU a commencé à exiger la présence d'un acte d'expertise des prix de Derzovnich informé sur la conformité des prix spécifiés dans le contrat avec le niveau mondial. L'initiative eut un grand effet. Au début de 2004, la Banque nationale a déclaré qu'en raison du chevauchement de ces régimes, les sorties de capitaux à l'étranger avaient été réduites par 4. Malheureusement, notre équipe n'a pas eu le temps de fermer le plus populaire des canaux de sortie restants, par pseudo-importation, lorsque les marchandises ont été payées, mais les marchandises n'ont pas été réellement importées dans le pays. Habituellement, une fausse déclaration en douane était établie, indiquant le fait de l'importation, ou un paiement anticipé était effectué, après quoi le fournisseur étranger ne remplissait pas ses obligations. Mais nous avons réussi à attirer l'attention des autorités sur ce problème. Depuis 2004, la Banque nationale a changé la méthode de la balance des paiements. Nos experts ont comparé les paiements bancaires avec les données sur l'importation de marchandises sur le territoire douanier du pays et ont constaté que, selon les régimes de pseudo-importation, seulement au premier trimestre de 2004, 1 365 millions de dollars ont quitté l'Ukraine. S'élevait à 4,5 milliards de dollars en un an, sans réponse des autorités. Le canal reste ouvert à ce jour. Une autre composante de la lutte contre le retrait des capitaux a été le chevauchement des dispositifs des banques réalisant des opérations de blanchiment. Avant le début de la campagne, nous savions que ce phénomène fait partie intégrante de l'économie ukrainienne moderne avec un énorme secteur parallèle. Il était impossible d'éradiquer complètement le pompage des capitaux à l'étranger. Le bon sens dit que s'il y a une demande pour un service, il y aura toujours quelqu'un qui le fournira. Beaucoup de gens ont fait ça. Et pourtant, il y avait des banques qui faisaient de tout cela un cœur de métier, menant des opérations douteuses à une échelle particulièrement importante. C'est avec eux que nous avons décidé de nous battre. Pendant un certain temps, la NBU a tenté d'établir des contacts avec les autorités de contrôle à l'étranger. J'ai personnellement signé des dizaines de lettres adressées à des banques centrales étrangères. Le régulateur n'a pas reçu de réponse, il s'est avéré que personne ne voulait assumer de nouvelles obligations ou simplement dire qu'il avait des problèmes. Nous sommes arrivés à la conclusion que la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent est un mythe et qu'il ne faut compter que sur ses propres forces. Officiellement, le service de surveillance financière opère dans le pays pour la deuxième année. Rien qu'en 2004, les banques lui ont signalé plus de 500 000 transactions suspectes. Cependant, le système de surveillance financière ne recueillait que des informations, n'ayant aucune influence pratique sur les contrevenants. Elle était censée transférer les données collectées au bureau du procureur, mais cela n'aurait guère abouti à un verdict du tribunal. Par conséquent, au sein de la Banque nationale, nous avons créé une division spéciale, que nous avons appelée renseignement financier. Une petite équipe surveillait de près les institutions et les stratagèmes qui étaient utilisés pour le blanchiment. Plusieurs clauses de la loi, sur la surveillance financière,
permettait à la NBU de s'engager légalement dans de telles enquêtes. Il s'est avéré qu'une dizaine de banques mènent des opérations douteuses à une échelle particulièrement importante dans tout le pays. Il s'agissait majoritairement de petites institutions, les grandes structures ne voulant pas risquer leur réputation. L'ordre de travail avec les contrevenants était le suivant: des schémas typiques de blanchiment ont été identifiés, toutes les informations sur la banque et ses clients ont été analysées, puis des mesures ont été prises. Il était nécessaire d'obtenir des informations de la manière la plus étonnante. Par exemple, nous avons acheté des copies piratées de bases de données d'inspection fiscale sur le marché avec notre propre argent. Nous avons réussi à nous mettre d'accord sur l'échange d'informations avec les douanes en 2003. Des avertissements ont été envoyés aux banques, indiquant que tels ou tels clients effectuaient des transactions douteuses. La NBU a demandé de suspendre toutes les transactions avec eux jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées et de fournir les informations disponibles sur les clients pour analyse. D'après les données obtenues, il s'est avéré, par exemple, qu'une entreprise d'un jour enregistrée comme invalide de guerre avec un certificat d'une clinique psychiatrique voulait acheter de grandes quantités de devises étrangères pour payer un contrat économique étranger. En règle générale, après l'enquête, la Banque nationale a renvoyé les affaires au parquet et au SBU. Cependant, nous n'avons pas attendu la réaction des forces de l'ordre et avons indépendamment appliqué de graves sanctions aux banques en infraction. Par exemple, ils ont été condamnés à des amendes pour des opérations illégales effectuées par leurs clients. La résolution pertinente N-108 de la NBU a été adoptée le 17 mars 2004. Il déclare que la base juridique pour imposer des sanctions est la loi sur la prévention et la lutte contre la légalisation, blanchiment, des produits du crime. En juillet de la même année, par la résolution N-323, la Banque nationale a adopté des modifications à grande échelle des règles de conduite des opérations sur le marché interbancaire d'échange. Le document interdisait l'achat de devises autres qu'en espèces à la NBU par 8 institutions qui se livraient au blanchiment à une échelle particulièrement importante. Ils étaient censés envoyer des informations détaillées sur les demandes de chacun des clients soupçonnés d'effectuer des transactions douteuses. Pour éviter les poursuites, nous avons dans le même temps renégocié les contrats de participation à la séance de bourse avec toutes les autres banques, en introduisant les clauses nécessaires permettant de les sanctionner. La NBU a célébré sa victoire jusqu'à ce qu'il devienne clair fin octobre que le volume des achats de devises étrangères pour l'exportation à l'étranger commençait à augmenter. Nous avons vérifié les coordonnées des clients et avons découvert que les banques contrevenantes ont appris à contourner la restriction de la NBU et ont commencé à acheter des devises aux régulateurs par le biais d'intermédiaires. Cela s'est avéré un peu plus cher, mais la méthode a fonctionné. J'ai dû adopter le décret numéro 499, qui interdisait l'achat de devises étrangères aux régulateurs par l'intermédiaire d'autres banques. Nous avons littéralement coupé l'oxygène aux contrevenants. Le conseil d'administration de la NBU a notamment consacré beaucoup d'énergie à une petite banque de Tchernihiv, à travers laquelle travaillaient des blanchisseries de nombreuses régions du pays. Notre confrontation se résumait à répondre à une question simple: le régulateur est-il capable de contrer la fuite des capitaux à l'étranger ? Nous avons envoyé des lettres au bureau du procureur général et au SBU, dans lesquelles nous avons décrit tout ce qui s'est passé dans cette banque, et avons demandé l'aide des autorités fiscales. Cependant, ils se sont assis et ont regardé avec intérêt comment tout cela se terminerait. Déjà après la révolution orange, l'ancien chef du SBU, Igor Smechko, tentant de gagner la confiance du nouveau gouvernement, a déclaré avoir découvert une grande salle de lavage. Il a même publié dans le journal l'un des documents secrets sur la banque de Tchernihiv du colis que nous avons envoyé une fois au SBU. Les forces de l'ordre n'ont reçu aucune aide et la Banque nationale a dû résoudre elle-même ce problème. Nous avons bloqué les canaux d'exportation de devises étrangères de la banque Tchernihiv. Fin 2004, la NBU a limogé le président du conseil d'administration de la banque et imposé de nombreuses sanctions à l'institution, lui interdisant de travailler avec des étrangers. Plus tard, nous avons retiré cette banque d'effectuer des opérations sur le marché d'échange. Il y a même eu une affaire criminelle. Pendant un moment, l'institution a inventé de nouveaux mécanismes de blanchiment, et en moins d'un mois, nous l'avons jeté hors du marché. Imaginez notre surprise lorsque tous les clients d'une douzaine de rondelles, couvertes par nous, après un court laps de temps, ont fait surface dans une grande banque de Kiev. Ils étaient tellement pressés qu'ils n'ont même pas changé de nom. En un mois, ces entreprises ont acheté un montant record de devises étrangères. Le conseil d'administration de la NBU a averti la banque qui les servait qu'elle avait des clients qui effectuaient des transactions douteuses. Cependant, il n'y a pas eu de réaction. Ensuite, nous avons porté l'affaire devant les tribunaux et le tribunal a interdit à la banque d'acheter des devises étrangères pour plus de 60 000 hryvnias. Le même jour, les artistes ont informé la banque de la décision fatidique.
Dans la soirée du même jour, le téléphone a sonné dans mon bureau et la voix langoureuse du propriétaire de l'établissement pénitentiaire s'est fait entendre du combiné. « Eh bien, devrais-je liquider et fermer la banque ?» il a demandé. J'ai feint la surprise et j'ai demandé ce qui s'était passé. « Vous nous avez interdit toutes les opérations », a-t-il répondu. Et puis j'ai commencé à lui prouver que ce n'était pas nous qui l'avions interdit, mais lui-même avait délibérément conduit la banque à un tel dénouement. Un jour ou deux plus tard, cet homme est venu dans mon bureau et a de nouveau soulevé le sujet de l'interdiction. Je lui ai donné une liste détaillée des clients et lui ai dit exactement quelles opérations ils ont effectuées. Plus d'1 milliard de dollars de transactions louches ont été effectuées par l'intermédiaire de sa banque en un mois seulement. L'homme était silencieux et, seulement quand il a quitté mon bureau, il a soudainement dit « J'ai juste vraiment besoin d'argent ». Le mot « très » a reçu une attention particulière. Je n'ai pas trouvé de réponse. Le plus surprenant est que le « lavage » de Tchernihiv fonctionne toujours. Après l'imposition des sanctions, nous avons eu une discussion sérieuse avec les propriétaires de l'établissement et étions même prêts à transiger s'ils donnaient la parole d'honneur du commerçant que les opérations de blanchiment cesseraient. Cependant, ils ont insisté sur le fait que toutes les transactions étaient légales, malgré l'abondance de preuves de la NBU. Alors Alexander Schlapak a envoyé un chèque imprévu à la banque afin de finalement revérifier tous les faits et de transférer l'affaire au bureau du procureur. Cependant, par un miracle, le président du conseil d'administration a réussi à convaincre le nouveau chef de la Banque nationale de faire sortir les auditeurs de là. Un jour après leur apparition à la banque de Tchernihiv, sans remplir le chèque, ils ont été personnellement rappelés par Vladimir Stelmak. Une semaine plus tard, l'institution a retrouvé le droit d'acheter des devises étrangères. Heureusement, cette curiosité s'est déjà manifestée à la fin de la crise d'automne. La rigidité du gouvernement NBU a profité à l'ensemble du système financier. Les batailles de 2 ans ont permis à la Banque nationale d'élaborer des mécanismes qui n'existaient pas auparavant. Lors de la crise de l'automne 2004, littéralement, tout a été utile, à la fois le renseignement interne, le nouveau cadre réglementaire et la méthodologie de contrôle des clients. Le coup porté aux laveurs en pleine crise a permis de sauver une grande partie des réserves d'or et de devises. Grâce à ces meilleures pratiques, la Banque nationale a réussi à éviter des sorties de capitaux excessives, qui seraient invariablement suivies d'un épuisement des réserves de change et d'une forte dévaluation de la hryvnia. La Banque nationale doit être reconstruite. Il n'est pas nécessaire d'idéaliser l'état de la NBU elle-même. Bien sûr, notre équipe a reçu de ses prédécesseurs une mécanique bien huilée qui fonctionnait déjà toute seule. Cependant, seuls les membres du conseil d'administration, les chefs de département et les bureaux territoriaux de la Banque nationale étaient conscients. La plupart des employés, surtout dans les régions, ont dû être forcés de travailler. On se souvient probablement d'Arseny Yatsenyuk comme d'un vice-président qui appelait constamment quelqu'un dans son bureau et le lisait. Tout d'abord, j'ai dû resserrer les règles de travail avec les documents. La Banque nationale était en plein désarroi en matière de secret. Trop de gens avaient accès aux papiers du régime. Nous devions réguler clairement le workflow et limiter le nombre des abonnés à nos données. En général, le principal problème était loin des gens. Il était difficile de travailler, car le régulateur ne disposait pas d'une base de données unique qui permettrait de surveiller rapidement les processus en cours dans le système bancaire. En partie, nous nous sommes rendus la vie difficile. Étant venu à la NBU, notre équipe a annulé de nombreuses formes de déclarations bancaires comme étant inutiles. Ces initiatives ont été accueillies favorablement par le monde financier, mais très vite nous avons ressenti un manque aigu d'informations. De plus, nous n'avons pas pu utiliser les données disponibles. La NBU disposait de beaucoup d'informations, mais un tiers d'entre elles n'ont jamais été traitées. C'est juste que les données existaient sur papier, et personne ne savait exactement où tout se trouvait. Par conséquent, nous avons commencé par l'introduction de systèmes de déclaration électronique, ainsi que par la création d'un système de surveillance totale de l'ensemble du système bancaire. Une partie intégrante des innovations était le CredInfo, déjà mentionné, ainsi que la base de données de la supervision bancaire, dossier des banques. Le département d'informatisation d'Anatoly Savchenko a progressivement développé de nouveaux logiciels et a finalement rassemblé toutes les informations disponibles en un seul ensemble. Le résultat de plusieurs mois de travail a été une base de données dans laquelle de nombreux indicateurs ont été mis à jour en temps réel. Le fait que les représentants du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ne pouvaient pas croire que cela était possible parlait déjà du haut niveau de professionnalisme des créateurs. Au début de 2004, il y avait un terminal spécial avec 4 moniteurs dans le bureau du premier vice-président de la NBU. En mettant en surbrillance n'importe quelle banque avec le curseur, je pouvais immédiatement obtenir des informations détaillées sur son état actuel. Par exemple,
J'ai vu combien d'argent une institution a sur les comptes de correspondants par devise, quel volume de dépôts et de prêts elle a avec une indication des taux d'intérêt, ce qu'elle achète et ce qu'elle vend, comment elle respecte les normes. Pour de nombreux indicateurs, les données des périodes passées ont été saisies dans la base de données et il a été possible de créer des graphiques montrant le travail de n'importe quelle banque au fil du temps. Les premières personnes du système bancaire pouvaient le gérer précisément parce qu'elles étaient à 100% informées. Le système avait prouvé son utilité à plusieurs reprises avant l'automne 2004. Souvent, les banquiers venaient me voir pour se plaindre de mes propres subordonnés ou demander de l'aide. En 30 secondes, j'ai pu voir sur l'écran la véritable situation de la banque, créances douteuses, déséquilibres actifs et passifs, financement actif des initiés. Grâce à des informations détaillées, il a été possible de prendre des décisions très correctes sur des questions controversées, car maintenant je savais aussi bien que le chef de la banque comment les choses se passaient avec lui. Une fois le système m'a été utile lors d'une réunion gouvernementale. S'exprimant depuis la tribune devant l'ensemble du cabinet des ministres, l'ex-maire de Kiev, Alexandre Omelchenko, s'est plaint que la Banque nationale ne fonctionnait pas assez efficacement et ne donnait pas d'argent au capital pour le développement. Pendant qu'il parlait, j'ai appelé l'un des superviseurs à partir de mon téléphone portable, et il m'a littéralement dicté des numéros à partir de l'écran. Lorsque le premier vice-premier ministre-président, Nicolas Azarov, m'a donné la parole, j'ai dit ce qui suit, à 12h30 aujourd'hui, sur les comptes de l'administration de la ville de Kiev à la banque Krechatik, il y avait tel ou tel montant reçu de tel ou tel payeur. Pendant telle ou telle période. Entre autres fonds, j'ai mentionné plusieurs centaines de millions de dollars qui restaient de l'émission d'euro-obligations et qui n'ont pas été dépensés. Je ne peux toujours pas oublier comment Azarov a regardé Omelchenko. Venu à la Banque nationale, notre équipe a été confrontée au fait que le cadre réglementaire du travail du régulateur était très hétérogène. Un même domaine était parfois réglementé par des dizaines de règlements, et il fallait passer beaucoup de temps à les étudier. Telle était, par exemple, la situation de la politique de taux d'intérêt de la Banque nationale ou des opérations actives passives. Nous avons décidé de retravailler le cadre réglementaire et, par conséquent, au lieu de dizaines de réglementations, une seule systémique a été créée. La Banque nationale avait besoin d'une réforme administrative. Pour qu'elle ait lieu, il a fallu évaluer tous les problèmes au sein de la structure. Au début de 2004, l'idée est venue de créer des cartes des facteurs de risque qui mettraient en évidence les vulnérabilités au sein de la NBU elle-même, de l'importation de devises étrangères à l'impression des billets de banque ou à la comptabilité. Après avoir analysé les cartes complétées, des résolutions internes ont été adoptées, dans lesquelles des solutions aux problèmes identifiés ont été prescrites. Afin de contrôler les risques dans le mode actuel, en mars 2003, un centre de responsabilité unique pour les opérations courantes a été créé au sein de la structure de la NBU, le Comité de gestion de l'actif et du passif, ALC, de la Banque nationale. Sa tâche principale était de prendre des décisions unifiées sur des questions relevant de la compétence de différentes divisions structurelles. Par exemple, avant la création de la LMC, le département de la politique monétaire était chargé du refinancement, le département de la réglementation monétaire gérait les réserves de change, et ces types d'activités n'étaient pas corrélés entre eux. Dans toute banque, il existe une trésorerie à ses fins, qui décide où obtenir les ressources manquantes et où placer les excédents pendant un certain temps. Nous avons décidé de créer une division similaire au sein de la NBU. Pour éviter les conflits internes, le comité comprenait les directeurs de tous les départements menant des opérations actives et passives. Je dirigeais le comité, Lydia Voronova était la secrétaire. Une fois toutes les 2 semaines, nous nous réunissions et discutions de manière très animée des questions liées au mouvement des flux financiers du régulateur et surtout des problèmes complexes dans le travail. Tous les résultats des réunions ont été officialisés par les résolutions du conseil d'administration de la NBU avec le cachet « secret bancaire ». Par la suite, nous avons introduit une procédure de communication similaire dans notre travail avec les succursales territoriales de la Banque nationale. Une fois par mois, le conseil a tenu une conférence téléphonique, qui a également pratiqué la communication en direct sur des questions importantes. Les responsables des directions régionales pouvaient exprimer leur position et même argumenter. Bien sûr, il y avait beaucoup de sceptiques qui demandaient régulièrement « Est-ce une production ? Avez-vous besoin de suivre le plan ?» Cependant, la pratique a montré que le bureau central, grâce à la communication avec les régions, pouvait se faire une idée claire des tendances ou des cas individuels survenus dans le secteur bancaire et prendre des décisions rapides. Et les régions ont découvert ce qui se passait dans d'autres domaines et l'ont utilisé dans leur travail. En avril 2003, nous avons ajouté des réunions régulières du vendredi à la LMC.
Ils ont été suivis par tous les chefs de département qui me rapportaient en tant que premier vice-président de la NBU au cours de ces réunions. Nous avons discuté de toutes les questions d'actualité et fait des prévisions sur le comportement du marché monétaire pour la semaine prochaine. La collégialité a permis de prendre des décisions optimales dans chaque cas spécifique. Le dernier vendredi du mois, des réunions ont eu lieu dans un format élargi. Les cadres intermédiaires du bureau central de la Banque nationale y ont également été invités. Des réunions similaires ont finalement commencé à être organisées par les autres vice-présidents de la NBU. Dans la loi, sur la Banque nationale, le nouveau conseil a trouvé une clause selon laquelle le régulateur est responsable du fonctionnement du système bancaire pendant une période spéciale. Cependant, il s'est avéré que nous n'avions pas un seul document qui puisse servir de base pendant la guerre ou la mobilisation générale. Nous avons décidé d'éliminer cette lacune. Un groupe de travail a été créé, qui comprenait des représentants de tous les départements de la NBU. 2 personnes ont dirigé le projet, Lydia Voronova et Igor Chernik. Le groupe s'est chargé de l'élaboration de la réglementation sur le fonctionnement des banques dans une période spéciale. Je me souviens que personne n'a pris l'idée au sérieux, tout le monde a compris qu'il n'y aurait pas de guerre. Cependant, cela ne nous a pas empêchés de modéliser des situations de crise et de proposer des solutions pour en sortir. En fin de compte, une catastrophe d'origine humaine, semblable à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, aurait bien pu se produire. En conséquence, au cours de l'année 2003, 33 résolutions ont été émises, qui ont approuvé les dispositions et règles pertinentes. Ils concernaient les paiements, les rapports, le stockage des documents, l'organisation de la gestion de la trésorerie, la constitution de réserves matérielles et techniques et d'autres activités pouvant s'avérer utiles lors d'une guerre ou d'une mobilisation. Toutes ces résolutions ont été classées comme « off the record » car la publication ouverte au cours d'une année électorale pourrait provoquer une réaction mitigée de la part des banques et des politiciens. Une fois, en raison de la négligence de l'un des employés de la NBU, ils ont oublié d'apposer le cachet approprié sur la résolution N-444, sur l'approbation du règlement sur la procédure de résiliation, d'arrêt et de restriction des activités des banques pendant une période spéciale, et après enregistrement auprès du ministère de la Justice le 5 octobre 2004, il a été publié. Malheureusement, cela s'est produit à la veille même des élections présidentielles. Avec la main légère du vice-président de l'une des filiales des banques occidentales, un gros scandale a éclaté. Le document indique qu'avant même le début de la période spéciale, la NBU sélectionne les institutions autorisées à travailler dans le pays. Le vice-président a commencé à appeler toutes les banques à capitaux étrangers et à dire que la NBU veut leur retirer de l'argent et pour cela, il introduit l'état d'urgence. La vague d'hystérie s'est également propagée aux banques ukrainiennes. Viktor Lizitsky, qui travaillait alors pour Privatbank sur les ondes de Channel 5, a déclaré par téléphone que Serhiy Tijibko et Viktor Yanukovych siégeaient à la Banque nationale, qui voulait introduire la loi martiale. Après cela, le directeur du département général de la surveillance bancaire, Vadim Puskarev, a été contraint de communiquer avec les téléspectateurs et de les convaincre que tout cela n'était pas vrai. Il a attiré leur attention sur. J'ai dû convoquer une conférence de presse d'urgence, au cours de laquelle une phrase presque légendaire a été entendue. Si j'ai un masque à gaz dans mon bureau, cela ne signifie pas que je viens au bureau tous les matins et que je le mets. Avec ces mots, j'ai essayé d'expliquer à la presse la raison de l'apparition des décrets sur l'introduction d'une période spéciale. Dans le même temps, la NBU réunissait les responsables des banques occidentales dans sa grande salle de conférence. La conversation a duré environ 2 heures, au cours desquelles j'ai raconté l'histoire de la création des décrets et expliqué que ces documents ne serviraient de guide à l'action qu'aux moments les plus critiques. J'ai présenté mes excuses aux banquiers occidentaux et j'ai proposé, si nécessaire, d'écrire personnellement des lettres à leurs bureaux principaux expliquant la situation en détail. L'instigateur du scandale y était présent et fut le seul à crier. Travailler sur ces réglementations a été aussi bénéfique que de compléter les cartes des risques. Modélisant les situations de crise, les experts ont identifié de nombreux goulots d'étranglement dans le travail de la Banque nationale. Comme des problèmes ont été trouvés, nous avons essayé de les résoudre. Par exemple, il s'est avéré que la NBU ne disposait pas de système d'alimentation et de communication autonome. Si les lignes électriques et téléphoniques d'Ukr Telecom étaient coupées, nous nous retrouverions dans un blocage de l'information. Par conséquent, de puissantes alimentations sans coupure ont été installées dans le bâtiment central de la Banque nationale sur la rue Institutska et dans tous les départements territoriaux. Des canaux de communication par satellite ont été établis entre les succursales territoriales de la NBU et, parallèlement, un système de communication entre toutes les banques commerciales était en cours de préparation pour le lancement. C'était extrêmement nécessaire, car les informations confidentielles devaient être transmises sur des canaux de communication ouverts, ce qui n'était pas sécurisé.
Le département d'informatisation d'Anatoly Savchenko a élaboré un projet selon lequel des lignes téléphoniques fermées, similaires aux communications gouvernementales, seraient étendues à toutes les banques. Dans les 10 plus grandes banques, il était prévu d'installer en plus des sélecteurs vidéo. Fin 2004, la NBU avait déjà installé un système permettant de réaliser des visioconférences avec les régions, mais nous n'avons pas eu le temps de l'utiliser. Immédiatement après l'installation des communications par satellite avec les administrations territoriales, nous avons reçu la confirmation de la justesse de nos actions. Ukrtelecom a coupé la communication dans la direction de Kharkiv, à laquelle 5 départements régionaux de la NBU étaient connectés. Seule la duplication des canaux de communication permettait d'éviter les problèmes. Les préparatifs de la Banque nationale se sont avérés loin d'être utiles. En novembre 2004, tout est réuni, secret, communication autonome, mesures de sécurité renforcées, et plus encore la présence d'un système d'information unifié pour les activités des banques. Les réunions de la LMC, les ateliers, les sélectionneurs et les réunions régulières du conseil d'administration de la Banque nationale ont créé la base d'une prise de décision collégiale. Grâce à cela, nous n'étions pas perdus dans une situation de crise, nous avons pu évaluer de manière exhaustive les problèmes et donner des instructions adéquates. Peut-être, pendant la crise financière, le régulateur aurait-il pu travailler sans tous ses attributs, en s'appuyant sur la chance et le professionnalisme de ses employés. Je ne peux m'opposer qu'avec une affirmation que j'ai entendue 1 an après avoir quitté la Banque nationale. Quelqu'un a dit, les forteresses sont toujours construites pendant une trêve. Je suis convaincu qu'au cours des 2 années de travail invisible, nous avons vraiment transformé la NBU en une sorte de forteresse qui a aidé les banques à tenir pendant la crise financière de novembre-décembre 2004.